VS Code est très certainement l'outil le plus utilisé pour développer des applications dans le monde. C'est pour ça que j'ai voulu faire un guide le plus complet en fonction des utilisations que je peux en avoir. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi absolument toutes les astuces que je peux mettre en place, mais on va tout revoir du début, de l'installation jusqu'au moindre raccourci que je peux utiliser dans le cadre de mon développement d'application. On va passer en revue les différentes fonctionnalités, les différentes extensions que je peux utiliser, puis on va en voir d'autres aussi, la configuration au niveau de l'éditeur, changement de thème, raccourcis, etc., etc. Et puis, bien évidemment, les différents petits hacks, les petites astuces que je peux avoir, que je vais te parsemer tout au long de ce guide pour que tu puisses venir t'enrichir en fonction de contexte qui apporte bien souvent plus d'enseignements. J'ai voulu faire ce guide pour aussi bien les développeurs débutants que les développeurs intermédiaires. Je pense que tu vas quand même apprendre des choses. Donc n'hésite pas à partager la vidéo à un autre développeur débutant par exemple pour que ce guide devienne une petite base pour les développeurs qui débutent dans la programmation et leur donner envie d'aller beaucoup plus loin avec cet outil. Et puis si ça te fait plaisir, tu peux aussi liker cette vidéo et en même temps t'abonner pour ne rien louper. Allez, c'est parti, je te filme mon écran. Alors, comment installer notre cher VS Code sur notre ordinateur? Là, tu vois, je suis sur le site de Visual Studio Code. Donc, très simple, hein, tu fais une petite recherche sur Internet, tu tapes Visual Studio Code téléchargé ou Visual Studio Code. Normalement, tu devrais avoir le lien en premier résultat de recherche si tu utilises Google. Et notamment, tu as la possibilité de directement le télécharger sur la page d'accueil. Là, au moment où je fais la vidéo, on est sur la version 1.75. Mais concrètement, même si tu as des versions supplémentaires, c'est toujours des petites améliorations qui vont s'intégrer dans VS Code, c'est des fixes de sécurité, c'est des choses comme ça, donc je pense que cette vidéo, tu peux la regarder même 1 an après, voire même peut-être 2 ans après, je referai une vidéo de toute façon, si il y a des mises à jour, et puis potentiellement je mettrai le lien de la nouvelle vidéo dans les commentaires, ou tout du moins dans la description. Donc tu as la possibilité de télécharger Visual Studio Code directement sur ta machine. Moi je suis sous Mac, donc il me propose, il a déjà détecté mon OS, donc il me propose de télécharger ça sous Mac. Donc tu cliques sur le bouton, tu l'installes sous Mac, ça fonctionne tout de suite. Tu peux aussi, tu as la possibilité de pouvoir le télécharger pour Windows et pour Linux. Donc encore une fois, tu as la possibilité de télécharger. Alors moi je te conseille de télécharger les versions stables, bien évidemment, parce que concrètement c'est toujours mieux de prendre une version stable, surtout si tu veux coder des applications qui demandent peut-être des spécificités, dans certains cas un peu plus poussées. Donc là pour le coup, tu as la possibilité de directement télécharger l'application sur ton bureau et de l'installer. Donc ça c'est la première étape. Après, si tu es familier des lignes de commande, tu as d'autres possibilités pour pouvoir l'installer, notamment sur sur Mac. Tu as la possibilité, par exemple, si tu fais une petite recherche de Brew VS Code, je pense qu'on devrait tomber directement sur le premier résultat de recherche. Voilà, ici tu tombes sur le site de Homebrew, donc regarde bien les sources quand tu télécharges tes différents packages, que tu tombes pas sur un gestionnaire de package un peu bizarre, un peu chelou, qui pourrait t'apporter des virus ou autre chose. Ici tu as la possibilité de faire un brew install casque Visual Studio Code, je vais y arriver. Donc tu fais copier-coller, tu vas dans ton terminal ici par exemple, hop, CTRL V, et tu installes VS Code directement en ligne de commande. Alors, même si VS Code fait ses mises à jour automatiquement, c'est-à-dire que quand tu ouvres ton éditeur de code, de temps en temps, si tu le fermes et que tu le réouvres, tu t'aperçois qu'en fin de compte, il y a des nouvelles mises à jour qui ont été mises en place. Donc il fait ses mises à jour automatiquement. Normalement, tu n'as pas besoin de le faire manuellement, mais de temps en temps, si tu fais des procédures de mise à jour de ta machine, ou si tu lances des lignes de commande au niveau de ta machine pour faire les mises à jour, peut-être que ce cas-là peut être intéressant. En tout cas, moi j'aime bien installer mes outils. Si je peux les trouver directement sur Homebrew, je vais utiliser justement le gestionnaire de package qui est proposé par Homebrew. De l'autre côté, alors ça c'est quelque chose qui me vient de Linux, parce que j'ai été longtemps sous Linux, et notamment si tu tapes par exemple install Debian VS Code, CLI par exemple, je pense qu'on devrait trouver comment installer Visual Studio Code sur Debian 10. Alors là c'est Debian 10, et bien évidemment au fur et à mesure des différentes évolutions, peut-être qu'on passera sur d'autres versions, donc regarde bien au niveau de l'installation comment ça se passe pour toi. Quand il voudra bien charger le site, voilà, et notamment tu vois, il va te proposer déjà de faire un apt get update, un apt install, d'installer différentes dépendances. Donc ça c'est les dépendances, normalement tu les as déjà sur ta machine, donc pour le coup tu n'as pas besoin forcément de le faire. Ici il va te proposer d'aller chercher avec une requête curl l'exécutable qui va te permettre d'installer
VS Code, et puis après tu as juste à suivre eh bien, les différentes commandes, donc le add apt repository, donc là ça te permet d'ajouter un nouveau repository pour pouvoir faire les mises à jour de VS Code par la suite, et tu vois que tu as juste à faire un update et un apt install code. Et plus tard, là où ça devient intéressant, c'est que tu as la possibilité de faire par exemple un apt update ou upgrade de ta machine, et automatiquement ça va aller chercher les différents repos pour pouvoir mettre à jour VS Code. Donc comme ça, si tu veux, si tu veux pour habitude de mettre à jour tes différents logiciels en ligne de commande sous Linux, tu as aussi la possibilité de le faire, donc ça reste intéressant. Une fois que tout ça est installé sur ta machine, tout du moins que tu vois par exemple il te le propose ici, de faire un apt-get update, donc pour mettre à jour les différents repos que tu as sur ta machine, notamment sous Linux, alors on reste sous Linux, et de l'autre côté, tu peux faire un apt-get upgrade qui va te permettre de mettre à jour justement ton éditeur de code. Donc ça, c'est une première chose, et maintenant on va passer à VS Code. Comment est-ce que est fait VS Code? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans VS Code? Je vais te présenter ça en détail. Voici à quoi ressemble Visual Studio Code quand tu l'ouvres. Alors il est possible que quand tu l'ouvres pour la première fois, tu aies un peu plus d'informations que ce que j'ai actuellement, mais en soi, ça va pas changer grand chose au niveau de l'interface. On va faire le petit tour du propriétaire sur cet outil, de façon à ce que tu puisses mieux le maîtriser par la suite. Donc tu auras peut-être une interface beaucoup plus épurée que la mienne, notamment tu vas retrouver très certainement ce premier icône, celui-ci. Celui-ci, il est possible que tu ne le retrouves pas par défaut, celui-là tu le retrouveras, et celui-ci tu vas le retrouver, et peut-être celui-ci, je ne sais plus. Donc concrètement, ça, c'est les icônes par défaut que tu vas pouvoir retrouver. Moi, j'en ai un petit peu plus parce que j'ai installé des extensions supplémentaires. Mais voilà, tu vas retrouver ces icônes-là sur le côté. Il est possible que ça soit déjà ouvert d'ailleurs, comme ça l'est actuellement, comme je viens de le faire. Mais il est possible que ce soit fermé aussi. Donc, tu cliques sur l'icône et tu as la possibilité de justement pouvoir naviguer sur les différentes icônes. Alors, je vais pas... non, cette icône-là, tu ne l'auras pas. Je pense pas que tu l'auras. Et donc, notamment, moi, je vais les fermer pour l'instant. On va se concentrer un petit peu sur la partie du milieu, notamment ce que tu retrouves, c'est quelques raccourcis très intéressants que l'on verra en détail un peu plus tard, mais notamment il te propose par exemple, alors moi je suis sous Mac, mais c'est un peu sensible, enfin c'est sensiblement différent pour toi, le signe pomme, toi ce sera certainement contrôle, c'est TRL, moi tandis que voilà, ça sera ce symbole-ci. Mais tu as donc affiché toutes les commandes, donc tu as la possibilité d'afficher un certain nombre de commandes, tu as la possibilité d'ouvrir un nouveau fichier ou un nouveau dossier, tu as la possibilité d'ouvrir des éléments récents, donc notamment avec le contrôle et notamment le R, d'accord, donc ça c'est les éléments récents que tu peux ouvrir, et puis notamment le fichier texte sans titre, donc si tu fais un contrôle N ou un pomme N, si je fais un contrôle N, eh bien je me retrouve à ouvrir un nouveau fichier. Donc là déjà on a commencé à utiliser un petit peu les raccourcis, notamment le CTRL N pour pouvoir ouvrir un fichier, le CTRL O pour notamment, pardon, excuse-moi, le CTRL O, pardon, le CTRL O qui permet d'ouvrir un dossier ou un fichier. Donc là ici ça m'ouvre mon interface pour pouvoir justement aller sélectionner un dossier ou un fichier qui pourrait m'intéresser. Notamment ici je pourrais prendre le package.json et puis l'ouvrir directement dans mon éditeur. Donc ça c'est une première chose, c'est des choses qui sont relativement simples que l'on va pouvoir retrouver dans la plupart des éditeurs de texte traditionnels. Tu vois, si tu ouvres un document Word, certainement que si tu fais un CTRL O, tu vas pouvoir ouvrir un CTRL N, ça t'ouvre un nouveau dossier ou un nouveau fichier, etc., etc. Et puis bon, la commande qui va certainement nous intéresser de temps en temps, ça va être le CTRL majuscule P qui nous permet justement d'ouvrir un certain nombre de lignes de commande que l'on peut exécuter directement dans notre Visual Studio Code. Une dernière petite astuce, si tu double-cliques au milieu, ça te fait exactement la même chose que CTRL N, c'est-à-dire que ça t'ouvre un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, tu peux l'éditer, tu peux le modifier. Alors, il y a d'autres petites choses, notamment des petites choses intéressantes que tu peux savoir. C'est que notamment, si tu développes des applications, si tu développes de code, des fois tu as besoin de récupérer par exemple un fichier JSON. Le fichier JSON, la syntaxe ça ressemble à ça. Tu vas avoir une clé. Hop là, tu vas avoir une clé, je vais y arriver.
et puis tu vas avoir une valeur, d'accord? Donc ça, c'est la syntaxe du fichier JSON. Automatiquement, il me le découvre, c'est-à-dire qu'il me dit que c'est un fichier JSON parce qu'il va le reconnaître de façon automatique, mais il faut savoir que tu as la possibilité, tout en bas ici, tu vois, tu as un petit JSON qui vient de se mettre en place, tu as la possibilité de pouvoir changer le type de fichier. Imaginons que je sois, voilà, que je fasse un peu le boulet, et je me dis, bah tiens, c'est un fichier CSV. Et bien, automatiquement, il va me convertir ce fichier, même s'il n'a pas été créé sur la machine, même s'il n'a pas été enregistré, il va me le créer, ou du moins il va me le considérer comme un fichier CSV. Et je peux choisir, eh bien, notamment, de choisir un autre type de fichier. Imaginons par exemple que je fasse du XML, donc je ne me rappelle plus de la syntaxe du XML, mais bon, peu importe, je vais mettre XML ouverture de balise, et puis XML fermeture de balise. Ce qui va avoir tendance à faire, c'est que quand tu vas commencer, alors peut-être pas avec le mot-clé XML à proprement parler, mais il est possible qu'ils te le mettent en XML. Donc là ici, il va te dire, bon écoute, ça, pour moi, ça ressemble à du XML. Sauf que toi, peut-être que tu as créé un composant en HTML qui va te permettre comment dire, d'être du HTML, ou tout du moins de créer un composant HTML qui s'appelle XML. Et bien tu as la possibilité de pouvoir changer et de dire, bon écoute, là ici maintenant, ça sera considéré, ce contenu-là, celui-ci que l'on a sous les yeux, ce contenu sera considéré comme du HTML. Bon, là c'est pas forcément le meilleur exemple que je puisse te donner, mais c'est pour t'expliquer un petit peu les variantes. Des fois, il va considérer qu'un fichier est de tel type, et toi tu voudrais faire en sorte que ce fichier-là soit comment dire, un petit peu différent. Ça marche notamment si tu fais par exemple des templates pour Shopify. Shopify, il a son propre typage, notamment c'est du liquid, donc je pense que le liquid, voilà, on va le retrouver ici. Boum, je vais changer mon fichier, et ce que je vais coder à l'intérieur, eh bien ça sera associé au langage de programmation, ou tout du moins au langage qui est associé à Shopify, et je vais pouvoir donc développer des thèmes, et notamment mon éditeur de texte, donc VS Code, va permettre de bien comprendre ce sur quoi je suis en train de coder. Donc tu vois que c'est quand même juste sur cette fonctionnalité là, on est déjà sur quelque chose qui est quand même très puissant, qui est quand même assez poussé. Donc juste ça, ça va te permettre justement de pouvoir utiliser plein de fichiers différents. Alors, on continue un petit peu notre présentation de l'interface. On va voir cette petite partie-là. Cette partie-là, c'est tout simplement ton explorateur de fichiers, et notamment dans cet explorateur de fichiers, tu vas pouvoir retrouver les différents projets. C'est là-dedans qu'on va gérer les différents fichiers d'un projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ouvrir le dossier, ou ouvrir un dossier en particulier. Je vais aller dans mes documents, je vais aller chercher un projet sur lequel je suis en train de travailler, par exemple celui-ci, voilà, hop, je fais ouvrir, et là automatiquement ça va rafraîchir mon interface avec la configuration. Alors je vais simplement, voilà, fermer cette partie-là. Mais concrètement ici tu vas retrouver les différents dossiers et les différents fichiers que tu peux retrouver dans un projet. Il est possible bien évidemment que tu aies une petite variante différente de la mienne au niveau des icônes, on verra ça un peu plus tard dans cette formation, dans ce guide. Mais concrètement ici, ce que l'on peut voir, c'est qu'on va retrouver donc une architecture comme on peut le retrouver dans différents dossiers. En fin de compte, si tu es sous Windows, si tu es sous Mac, tu vas retrouver ton explorateur de fichiers, c'est exactement la même chose, et à l'intérieur tu vas pouvoir ouvrir des fichiers. Ici tu vois, on reprend un petit peu notre cas de tout à l'heure. Ici on est sur un fichier package.json, on a l'extension .json, donc le fichier est enregistré, et ici tu vois que on a toujours notre petit fichier, tout du moins détecteur de fichiers, qui considère que l'on est sur du JSON. Et donc tu vas pouvoir ouvrir n'importe quel type de fichier. Ici on a un .gitignore, donc c'est un fichier texte traditionnel. Ici on va avoir par exemple du front-end avec par exemple des fichiers en .view. Donc les fichiers en .view sont des fichiers qui sont considérés comme du HTML. Lui, notre éditeur de texte, il va considérer que c'est du Vue.js. Alors pourquoi? Parce que Vue.js a sa propre syntaxe, a sa propre façon d'écrire ces différents fichiers. Il est possible que tu ne l'aies pas par défaut, c'est des extensions à installer en supplément. On verra un petit peu les différentes extensions que tu peux installer plus tard. Mais concrètement, voilà, ici on se retrouve à rechercher comment dire, un fichier, ou tout du moins à typer un fichier sur une extension de type Vue. Si tu regardes ici, on a donc la détection automatique, donc ça c'est une chose, mais si tu regardes un petit peu ici, on a la possibilité de rechercher dans les extensions Marketplace des éléments qui pourraient s'associer, ou qui pourraient
récupérer ou analyser des fichiers qui ont une extension en point view. Donc là concrètement on peut le faire. Si je clique dessus, je vais avoir mon gestionnaire d'extension qui va s'ouvrir, donc c'est cette petite icône là. On retournera dessus un peu plus tard, mais tu vois que ici on a pas mal de choses, des extensions que l'on va pouvoir potentiellement installer. Donc on peut ouvrir n'importe quel type de fichier avec VS Code, alors mis à part les binaires purs, d'accord, là c'est un peu plus compliqué. Les images, tu as un rendu des images directement là-dedans. Alors je sais pas si j'ai une image ici, j'ai un favicon, c'est une petite image, et bien on peut les retrouver, on peut les ouvrir directement dans VS Code aussi. Donc tu peux vraiment utiliser pas mal de choses, et très sincèrement, si tu as quelque chose que tu n'arrives pas à faire dans VS Code, il est très probable qu'il y ait une extension associée derrière. Donc on a pas mal de petits fichiers, je te montre un dernier cas, notamment des fichiers dans app handler ts. Donc le ts c'est du TypeScript, donc c'est un dérivé de JavaScript, ou du moins c'est une surcouche à JavaScript, et là tu vois que automatiquement on est considéré comme du TypeScript parce qu'on a l'extension .ts, et automatiquement VS Code va nous permettre de détecter tout ça. Donc il détecte une grande majorité des fichiers. Maintenant si tu as des fichiers un peu particuliers, notamment par exemple le liquid, qu'on a évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo, là c'est peut-être des extensions à installer qui va te permettre de détecter ça. Mais dans la majorité des cas, VS Code il est assez grand par lui-même, il a la possibilité de détecter les fichiers tout seul. Si on continue notre exploration de VS Code, tu vois qu'on a une autre petite icône juste ici, qui est l'icône de recherche. Alors je vais fermer ça pour l'instant parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir ces chaînes de caractères ici, mais notamment, ce que l'on a ici, c'est un formulaire de recherche plus ou moins avancé. Il est possible que tu l'aies comme ça, c'est-à-dire non déplié, mais concrètement, tu as la possibilité de pouvoir le déplier et de faire des séries de remplacements dans tes fichiers. Donc c'est extrêmement puissant parce que concrètement il va faire une recherche dans absolument tous tes fichiers. Donc tu as la possibilité d'aller faire une recherche dans un fichier en particulier, c'est-à-dire que ici je prends de la configuration app, si je cherche key à cet endroit là, donc là ce que j'ai fait, alors je vais essayer d'y aller un peu plus lentement, j'ai fait un CTRL F ou un POM F à cet endroit-ci, et si je tape key, alors ici tu vois que j'ai récupéré un fichier sur 5 fichiers, une occurrence sur 5 occurrences, et puis notamment si tu regardes ici, voilà, on retrouve les différentes clés. Il y a quand même un élément assez puissant, c'est que tu as la possibilité de vérifier si, de respecter la casse tout du moins, donc là concrètement ça serait l'option commande C pour pouvoir activer cette partie-là. Mais concrètement, tu as la possibilité d'activer la casse. Imaginons que je veux que des chaînes de caractères en minuscules. Ici, tu vois, j'ai une chaîne de caractères en majuscule. Si je clique ici, eh bien, automatiquement, il va aller me chercher que les chaînes de caractères en minuscules. Et j'ai la possibilité de vérifier si l'occurrence ne fait pas partie d'une autre occurrence. Imaginons que là, tu vois, j'ai enlevé l'espace entre les deux. Si je clique ici, automatiquement, il va me chercher que les occurrences uniques, c'est-à-dire, voilà, s'il y a un espace avant, s'il y a un espace après. Donc, pour le coup, c'est quand même assez puissant en termes de recherche, et tu as la possibilité de faire des recherches avec des regex. Si tu connais les regex, ou si tu les connais pas, eh bien concrètement tu as la possibilité d'aller rechercher des chaînes de caractères assez complexes, notamment on pourrait très bien rechercher, alors je vais essayer de te donner voilà, le petit chapeau qui va bien. Ici on va rechercher le K, et tu vois qu'on n'a plus du tout la même chose parce qu'on rentre dans le cadre d'une regex, et notamment le chapeau nous exclut cette partie-là. Donc là, pour le coup, tu vois qu'on peut aller faire des recherches extrêmement poussées, extrêmement avancées. Alors, quand tu actives cette petite partie-là et que tu as l'habitude d'utiliser les regex, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui va devenir natif. Fais juste attention à la suite de cette vidéo. Si tu t'aperçois qu'il est toujours activé, tu peux avoir des comportements un petit peu différents ou un peu non prévus. Donc n'hésite pas, ou tout du moins n'oublie pas de désactiver cette case-là si tu n'es pas habitué à utiliser des regex. Maintenant, tu peux utiliser des regex pour pouvoir faire des recherches beaucoup plus avancées. Je ne vais pas te faire un cours sur les regex dans cette vidéo, mais si tu veux en savoir plus, recherche regex sur internet, et tu vas trouver beaucoup d'informations extrêmement intéressantes sur ce sujet-là. Donc on a la possibilité de faire des recherches, mais on a aussi la possibilité d'aller faire des recherches sur absolument tous les fichiers, d'accord ? Tous les fichiers que tu peux retrouver dans ton projet. Et si je retape
key à cet endroit-ci, tu vois qu'on a beaucoup plus de choses. Notamment ici, on se retrouve à avoir quelque chose dans le package.log qui est un autre fichier JSON. On se retrouve à avoir la clé key dans un fichier de configuration. On se retrouve à avoir un generate key dans un autre fichier JSON, etc., etc. Donc tu vois que là, il va rechercher absolument dans tout le projet. Et notamment, tu as la possibilité, encore une fois, de respecter la casse. Donc là, ça réduit, tu vois, si tu regardes un petit peu ici, on avait 112 résultats dans 9 fichiers. Si je commence à respecter la casse, j'ai plus que 85 résultats dans ces fichiers. Et si je veux des occurrences uniques, donc juste le mot, on descend à 21 résultats dans 6 fichiers. Et donc là, pour le coup, on peut regarder ici, on s'aperçoit que effectivement, comment dire, ça respecte plutôt bien le deal que l'on avait. Et on a la possibilité de se dire, bah écoute, j'ai pas envie de l'appeler comme ça, ou tout du moins je me suis trompé, j'ai mis toutes les clés en minuscules, moi je veux qu'elles soient en majuscules. Et bien là, pour le coup, je peux dire, bah écoute, je veux remplacer par key en majuscule. Et si tu regardes ici, hop là, tu vois que automatiquement dans cette partie-là, on se retrouve avec key en minuscule et key en majuscule. Donc on a la différence, le diff que l'on va avoir. Donc ça c'est quelque chose qui est repris de Git. On va avoir le diff. Et si tu cliques à cet endroit-ci, tu te retrouves, en cliquant sur le fichier, tu te retrouves à avoir la différence. Tu vois que ici on a la key en minuscule, ici on va avoir la key en majuscule, et on a exactement la même chose et on a le diff entre les deux. Donc c'est plutôt sympathique parce que concrètement, ça te permet d'avoir une preview, d'avoir une prévisualisation sur le fichier que tu veux remplacer. Et encore une fois que tu as terminé, alors moi je vais pas le faire parce que c'est pas mon intérêt dans cette vidéo, mais concrètement, tu cliques sur le petit bouton ici qui est tout remplacer, ou de faire un option contrôle entrée ou l'équivalent sous Windows pour ça. Donc tu vois que c'est quand même assez puissant. Alors avant de faire la bêtise, je vais supprimer cette partie-là. C'est assez puissant. Et tu as aussi donc la possibilité de faire ouvrir dans l'éditeur, et donc là tu as toutes les recherches d'occurrences directement dans l'éditeur sous forme de fichiers pour pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe. Et tu as 3 petits points supplémentaires ici. Tu peux choisir d'inclure ou d'exclure des fichiers. Ici, je voudrais exclure par exemple tous les fichiers, notamment la petite étoile, tous les fichiers qui sont en .json. Et donc tu vois que mon package-lock.json a été supprimé automatiquement. Et donc ça c'est extrêmement puissant parce que concrètement tu peux aller cibler un certain nombre de fichiers. Je voudrais par exemple uniquement inclure les fichiers qui se trouvent dans apps. Donc là on n'a pas forcément plus de différence, mais là on va utiliser backend. Et donc là tu vois que on a exclu un certain nombre de fichiers dans notre recherche. Donc on peut aller très très loin au niveau des recherches. C'est très utile si par exemple tu veux faire des remplacements de grande échelle. Imaginons que tu aies fait une faute de frappe, imaginons que tu aies renommé un fichier et qu'il ne soit pas correctement pris en charge, etc. etc. Tu as la possibilité de le faire justement avec cet outil de recherche. Donc tu vois qu'on est quand même sur un outil qui est plutôt badass, qui est assez puissant sur cette partie-là. On continue dans notre parcours de VS Code. On a une autre icône à parcourir, notamment c'est cette petite icône ici qui est les extensions. Alors hop, je vais supprimer ça encore une fois. Qui sont les extensions que tu peux installer. Et VS Code est extrêmement souple. Par défaut, tu n'as pas beaucoup d'extensions. Après, je te recommande pas forcément d'installer toutes les extensions de la planète dès que tu envoies une nouvelle super intéressante. De rester quand même assez sélectif sur tes différentes extensions. Pardon. Mais tu as la possibilité de pouvoir installer autant d'extensions que tu le souhaites sur ton éditeur. Tu as 2 parties, peut-être que cette partie-là sera vide pour toi, en tout cas moi elle est pleine, tu vois qu'il y a un certain nombre d'extensions, et tu as une seconde partie qui sont les recommandés. Alors on va passer directement sur les recommandés. Concrètement les recommandés c'est des extensions qui vont être adaptées en fonction de soit sur quoi tu es en train de coder, ou tout du moins sur comment tu utilises VS Code, soit des extensions qui sont extrêmement populaires. Notamment par exemple tu vois que on a la possibilité d'avoir un debugger directement pour Firefox, pour Edge. Là il me propose du C#, alors je sais pas trop pourquoi parce que j'ai jamais trop touché au C#, j'en ai fait un petit peu simplement pour découvrir, mais c'est tout. Et puis après d'autres petites extensions supplémentaires qui sont intéressantes à installer
sur ton propre, ton propre éditeur. Et puis tu as les différentes extensions que tu as installées. Donc là, moi concrètement, c'est les extensions que j'ai installées sur ma propre machine. J'en ai un petit paquet en fonction des différents projets sur lesquels je peux coder ou j'ai pu coder. Mais concrètement, tu vas retrouver pas mal d'extensions possibles que tu as déjà installées. Et puis notamment avoir le détail quand tu cliques par exemple sur ce détail-là, sur cette extension-là, on retrouve le détail avec le nom de l'extension, donc la version de l'extension, comment est-ce qu'elle est notée, tu vas retrouver la possibilité de l'activer, de la désactiver, de l'installer ou de la désinstaller, enfin voilà, tu as pas mal de petites options. Ici, tu as le petit refresh, donc c'est pour synchroniser cette extension-là. Et notamment d'ordre global, et puis tu as la possibilité de la gérer donc en cliquant ici. Donc tu peux copier l'identifiant de l'extension. À quoi ça sert? C'est tout simplement l'identifiant que tu vas pouvoir alors attends, je vais ouvrir voilà, mon éditeur ici. Si tu cliques ici, tu vas te retrouver donc soit à le rechercher directement sur Google ou autrement, et en règle générale tu vas tomber sur la marketplace de Visual Studio Code, et quand tu cliques ici tu te retrouves avec Visual Studio Code. Mais si tu as la possibilité, alors je le fais pas souvent par ici, voilà, tu cliques ici, tu vas avoir le formulaire de recherche, tu cliques à cet endroit-là, tu fais une petite recherche et tu vas retrouver ça ici. Alors après, je t'avouerai que la plupart des extensions, mis à part si tu fais une recherche par Google pour arriver sur le marketplace de Visual Studio Code, d'accord, la plupart du temps, tu vas pas forcément tomber sur cette interface-là. Tu vas avoir tendance à gérer tes recherches d'extension par cet endroit-là. Mais en soi, c'est une autre possibilité, c'est une autre façon de rechercher les choses, et notamment, tu as la possibilité d'avoir une petite description de ce que fait cette extension-là, de comment est-ce qu'elle fonctionne, et puis en règle générale, tu as les différents usages, les cas d'usage que l'on a ici, notamment on a un petit exemple de comment est utilisée cette partie-là. Si tu regardes sur le côté, hop, je vais pousser ma petite tête, ici tu as la place de marché, donc si on clique à cet endroit-ci, automatiquement on va retomber ici, tu vas retrouver exactement la même documentation, c'est-à-dire que toutes les informations que tu as ici, c'est les mêmes informations que tu vas avoir dans ton éditeur de code, notamment dans la fiche descriptive, tu vois, on a exactement la même chose. Donc concrètement, il n'y a pas de différence d'information entre entre le marketplace de VS Code et à cette partie-là. C'est pour ça que la plupart du temps, tu vas faire des petites recherches à cet endroit-ci. Donc on a les petites informations sur le développeur, sur l'extension, sur le dépôt, etc., etc. On a les différentes contributions qui vont bien, les journaux de notification avec les différentes mises à jour qui ont été ajoutées sur l'extension, et puis l'état du runtime. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est des détails qui vont pas forcément nous intéresser ici. Et tu as la possibilité de rechercher d'extensions. Imaginons que je vais rechercher une extension qui soit spécifique au HTML. Ici on voit que bon, cette partie-là elle doit être dépréciée, donc pour le coup elle n'est pas forcément recommandée à installer, mais ici on voit qu'on a HTML, CSS support, donc je vais cliquer dessus, je vais regarder un petit peu. Alors moi je l'ai déjà installé, donc pour le coup j'aurais pas besoin de l'installer à nouveau, mais voilà, tu vas avoir pas mal d'informations qui t'expliquent comment est-ce que cette application fonctionne, ce qu'elle fait, quel impact ça va avoir sur ton éditeur, etc., etc. Donc il y a pas mal de petites choses. Ici on a par exemple une autre extension que j'ai pas forcément installée, je pense pas que j'irai l'installer, mais concrètement ici, voilà, on a l'intelligence, donc c'est l'autocomplétion en fin de compte que l'on va avoir pour du CSS, notamment sur les différents tags HTML. Alors ça peut être intéressant, mais il faut savoir que il y a pas mal de petites extensions qui sont ajoutées dans VS Code, qui sont proposées dans VS Code, et notamment qui sont pas forcément qui sont pas forcément utiles, c'est-à-dire que tu peux les télécharger, tu peux les installer, mais VS Code fait déjà la plupart du temps le travail par lui-même. Donc là pour le coup, c'est pour ça que je te disais, il faut faire attention aux extensions que tu installes, faut le faire avec parcimonie si tu en as vraiment l'utilité, si c'est vraiment intéressant, sinon ça ne sert pas forcément à grand chose de les installer en plus. Donc là tu vois, tu as tous les langages qui sont supportés en termes d'intelligence, donc de complétion. Si tu veux l'installer, tu cliques sur installer, tiens je vais l'installer pour toi directement. On a le processus d'installation, on a la petite barre de loader en haut qui nous dit que c'est en cours d'installation, et ici voilà, ça a été installé sur la machine. Il est possible que tu aies besoin de cliquer ici, donc ne pas synchroniser cette extension ou de la synchroniser. Il est possible qu'on te demande de recharger ton IDE aussi, donc tu auras un bouton qui sera spécifique à ça, ça te le montrera. Là j'en ai pas d'exemple sous les yeux, mais il est possible qu'on te demande de recharger justement ton éditeur. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut voir notamment sur les différentes extensions que l'on peut installer sur VS Code.
Alors je reviens sur le marketplace de Visual Studio Code parce que il est possible que tu fasses des recherches directement via Google et de tomber sur potentiellement une extension directement sur VS Code. Tu as la possibilité de directement l'installer via le marketplace. Par exemple ici Nightwatch. Nightwatch, qu'est-ce que c'est? C'est une petite extension qui te permet de faciliter les tests fonctionnels d'une application. Et donc on a exactement les mêmes informations, comme je te le disais, notamment sous VS Code. Et quand tu cliques ici, tu as la possibilité de l'ouvrir dans VS Code. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir dans VS Code, et automatiquement, ça va te faire la liaison avec ton VS Code, et ça va te recharger exactement la même extension à cet endroit-ci. Donc c'est plutôt intéressant, parce que si tu fais une recherche de configuration, tu utilises un outil spécifique, tu veux quelque chose de très spécifique, et tu as besoin de Google pour faire tes recherches, et bien pour le coup, tu peux passer par la marketplace, et automatiquement, ça va s'ouvrir dans ton VS Code pour pouvoir installer justement cette partie-là. Encore une fois, sois un petit peu sérieux de ton côté, regarde bien que tu es sur Visual Studio Code et sur le marketplace de façon à télécharger les bonnes extensions et de ne pas installer des extensions un peu particulières ou des extensions qui sortiraient un petit peu du lot. Autrement, tu as la possibilité de cliquer sur Download à cet endroit-ci, qui va te permettre de télécharger un fichier, d'accord? Et ce fichier-là, tu vois, c'est un fichier qui est en... Hop là, alors je vais essayer de l'ouvrir. Choisir une application. Je ne veux pas choisir une application. Je voudrais l'ouvrir directement dans ma librairie. Voilà, c'est ici. On va y arriver, hop là voilà, et notamment ici, on a nos différents médias dans les downloads, et dans les downloads, on va se retrouver donc avec notre fameux fichier, qui est un fichier .nightwatch, et si je fais Show in Finder, on se retrouve avec un fichier qui a une extension VSIX. Alors je t'avouerai que je connais pas trop l'extension, mais en tout cas je sais que c'est une extension qui est de VS Code, donc ça va être VS quelque chose, donc Visual Studio IX quelque chose, et donc ça tu peux aussi l'installer avec VS Code. Donc après tu fais un clic droit, tu fais ouvrir avec, et puis tu utilises VS Code pour pouvoir l'ouvrir. Donc c'est une autre façon de le faire. Pourquoi est-ce que je te montre cette solution là? C'est tout simplement que des fois, si tu veux vraiment sortir du marketplace de VS Code, encore une fois je te le recommande pas, mais si tu veux vraiment sortir de cette partie là, eh bien tu as la possibilité de télécharger des extensions de d'autres développeurs et de venir les ajouter dans ton VS Code. Ou si tu développes tes propres extensions et que tu n'as pas envie de les partager forcément sur le marketplace, tu peux faire ça, et donc notamment tu utiliseras ce type d'extension. Donc voilà, je te montre plein de façons de pouvoir l'utiliser de façon vraiment très poussée pour que tu puisses t'adapter en fonction des différentes circonstances. Quelles extensions utiliser pour VS Code? Ça va vraiment dépendre du profil de développeur que tu veux avoir. Est-ce que tu veux être un développeur par exemple orienté web? Est-ce que tu veux être un développeur orienté mobile? Donc les extensions, au final, ça va dépendre de ton propre profil. Néanmoins, ce que je peux te proposer, c'est de faire une petite review des différentes extensions que je peux avoir de mon côté, et puis voir ensemble si elles sont intéressantes et potentiellement intéressantes pour toi. Alors, déjà, on va commencer par les premières extensions que l'on a de haut en bas, et puis on va évoluer au fur et à mesure comme ça. Je vais essayer de filtrer un petit peu tout ça de façon à ce que ce soit un peu organisé. Alors là pour le coup on a quelques extensions. Je te présente pas la première, je te la montrerai peut-être un peu plus tard. La première extension, c'est les extensions qui sont associées à Angular, notamment si tu développes des applications web pour le coup avec Angular. Néanmoins tu peux développer aussi des applications mobiles avec Angular en utilisant du NativeScript par exemple, et je pense que tu peux largement utiliser ces extensions aussi pour NativeScript. Bon, je connais pas trop cette techno, je l'ai pas trop utilisée, donc je peux pas t'en dire plus. Néanmoins, tu as ces différentes extensions que tu peux utiliser, donc les Angular essentiels de Angular, aussi simplement que ça, les Angular Language Service, de façon à pouvoir justement ajouter différentes façons, hop là je vais fermer ça, différentes façons de coder, puis d'avoir de l'implémentation dans ton code, de l'intelligence dans ton code. Donc pour le coup, ça te permet de récupérer les différentes variables que tu as déclarées dans tes modules ou dans tes composants. Enfin voilà, c'est plein de petites choses que tu peux ajouter. À chaque fois, tu as un petit peu de configuration. Je ne vais pas rentrer dans la configuration tout de suite,
parce que c'est pas forcément utile. Ensuite, voilà, tu as les Angular Schematics. Donc les Angular Schematics, c'est la possibilité de pouvoir ajouter des nouveaux composants, des nouveaux éléments. Là, je peux te montrer un truc du style, par exemple ici, si je veux ajouter un nouveau module dans mon application, je fais un clic droit, je fais Angular Generate a Module, et pour le coup, ça va me créer un nouveau module dans l'application. Donc tu vois, c'est des petites extensions sympathiques. Et puis, les fameux Angular Snippets. Alors à chaque fois tu vas retrouver dans tous les différents outils que tu vas utiliser, tu vas avoir Vue Snippet, tu vas avoir React Snippet, tu vas avoir Angular Snippet, etc. etc. Donc n'hésite pas à fouiller un petit peu, notamment si je fais un petit React pour regarder un petit peu de ce côté-là. Concrètement, je pense que tu vois, tu as React, Simple React Snippet. Donc pour le coup, tu vois, il existe toujours pour chacun des différents éléments que tu vas utiliser, des différents langages, technologies, librairies, frameworks. Tu vas retrouver ces différents voilà ces différentes extensions. Je vais y arriver. Donc voilà pour Angular. Ensuite des petites extensions. Alors moi je l'ai installé, mais notamment tu peux le faire de façon native. C'est de l'auto rename de tag. Donc pour le coup c'est plein de petites extensions que tu peux ajouter. Si tu es plus orienté Flutter par exemple pour du développement d'applications mobiles, bah, dans ces cas-là tu vas utiliser par exemple du Flutter. Awesome Flutter Snippet, donc c'est les différents snippets encore une fois pour Flutter que tu peux intégrer. Moi j'utilise avec Flutter Block qui est un pattern, donc pour le coup c'est une extension qui va me permettre de pouvoir faire des nouveaux blocs directement ici, tu vois, hop, je vais taper bloc BLOC, je peux faire new block et puis ici je peux rentrer mon bloc. Je te montrerai un petit peu plus ça en détail après. Pareil, copy widget, donc ça c'est une petite extension, ça paye pas de mine, mais concrètement ça me permet de récupérer le widget courant simplement en faisant un contrôle majuscule W si je me rappelle bien. Quand je le fais en code je m'en rappelle, mais voilà, de souvenir ça doit être ça. Et puis voilà, après tu as les petits différents composants, notamment de Dart, parce que VS Code ne prend pas Flutter par défaut, et notamment le langage de programmation Dart. Voilà pour, tu vois, du côté web, du côté mobile. Du côté web, on va retrouver aussi tous les petits éléments, notamment le SLint. Alors le SLint, ça c'est un élément que tu vas avoir besoin, pour ainsi dire, pour beaucoup de choses, notamment si tu codes en JavaScript, et notamment tu vas pouvoir justement ajouter des règles d'écriture pour formater ton code correctement. Tu as exactement la même chose avec Prettier, si je ne me trompe pas, voilà, tu as Prettier Code Formateur, qui est un outil extrêmement puissant puis extrêmement sympathique, qui va te permettre de connecter tout simplement ton VS Code avec ton formateur de code et avoir une structure de code associée à ton éditeur. Donc ça c'est plutôt cool, en tout cas moi je l'utilise beaucoup. Et puis voilà, tu as d'autres extensions qui sont intéressantes, notamment dans les extensions intéressantes, c'est toutes les extensions qui sont associées à Git, notamment ta Git Graph, qui te permet d'avoir un petit graphique justement des évolutions des différentes branches au niveau de ton application. Moi j'utilise GitHub Copilot pour coder. Alors c'est une extension qui est elle-même gratuite, mais derrière le service est payant. Ça te permet d'avoir de l'autocomplétion un peu plus avancée, basée sur de l'intelligence artificielle, et de coder beaucoup plus rapidement. Il y a GitHub Pull Request que j'utilise aussi, qui te permet justement de pouvoir faire des pull requests déjà dans un premier temps, mais aussi de pouvoir mettre des issues, de coder des issues directement assez rapidement, et de pouvoir remplir ton GitHub facilement, simplement en quelques lignes, et puis ajouter des nouvelles issues, des nouveaux éléments à mettre sur GitHub au fur et à mesure que tu es en train de développer ton application. Donc, quand tu développes ton application, tu t'aperçois qu'il y a un petit élément, tu dois faire du refactoring, pour le coup tu vas le sélectionner, tu vas créer une issue et boum, ça va être poussé directement sur ton compte GitHub. Donc c'est plutôt cool. Après, les thèmes, on s'en fiche un petit peu. Alors tu peux télécharger des thèmes, si tu fais thème ici, tu vas retrouver des extensions avec plein de thèmes différents, donc je te laisserai customiser les thèmes. Moi j'utilise les thèmes par défaut proposés par VS Code, donc pour le coup j'ai pas forcément de thème à te recommander. Je te montrerai un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça après, comment est-ce qu'on peut changer ça. GraphQL, donc si tu fais du GraphQL, donc tu as plein d'extensions, le HTML CSS, d'accord, avec l'intelligence pour le CSS qu'on a installé un peu plus tôt dans cette vidéo. Et puis voilà, t'en as pour tous les langages, notamment pour du Laravel. Si tu fais un petit peu de Laravel, ça m'arrive à l'occasion d'en faire. Liquid, si tu fais des templates par exemple avec
avec comment dire, Shopify, et puis plein d'autres petites extensions, donc les extensions PHP pour le langage PHP, d'accord, et puis d'autres extensions qui sont installées quasiment par défaut à chaque fois, les TypeScript, le Vue.js avec Vector, qui est donc l'extension à utiliser avec Vue.js, d'accord. Après, tu as les petits snippets, encore une fois, tu vois, à chaque fois, en fonction de la librairie, tu vas retrouver les différents snippets à ce niveau aussi. Donc voilà un petit peu les différentes extensions que je peux te montrer. En fin de compte, c'est la configuration que j'ai. Alors j'ai 92 extensions d'installer, ce qui commence à faire un peu beaucoup, mais concrètement, il y a des choses, notamment Better Comment. Ça c'est quelque chose que je vais pas forcément, tu vois, je peux le désactiver, je peux le désinstaller et je vais même le désinstaller. Je te parlais tout à l'heure que l'on avait parfois besoin d'un rechargement à chaud de VS Code. Bah là c'est le cas, c'est-à-dire que j'ai désinstallé l'extension et pour le coup bah, je dois faire donc chargement requis et hop ça recharge tout VS Code et ça te retire correctement ton extension et là maintenant on n'en a plus que 91. On peut faire du tri. Alors moi ça m'arrive de faire pas mal de tri, notamment j'ai autosave on Windows, enfin un Windows Change, qui permet comment dire, de faire un CTRL S quand tu changes de fenêtre, quand tu es entre deux scripts, ça s'enregistre automatiquement. Après tu peux le faire automatiquement, notamment en allant hop à cet endroit-ci, tu vas dans fichier et tu as enregistré automatiquement. Donc techniquement cette extension là elle n'est pas forcément utile à installer, tu peux même ne pas l'avoir installée, je peux la désinstaller, tu vois ici, hop j'ai un rechargement à mettre en place, sachant que bah, à côté j'ai mon enregistrement automatique qui se fait. Donc pour le coup tu vois c'est des extensions que j'ai pas forcément besoin de mettre en place. Une autre petite extension qui est copy-paste, qui est assez sympathique, qui te permet justement de détecter du code dupliqué dans ton projet. Donc c'est plutôt pas mal, surtout pour faire du refactoring de code. Ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, puis ça te permet d'avoir une meilleure qualité de code. Et pour le coup, bah voilà, tu vois, ça te donne une preview comment dire, de langage que tu as dupliqué. Donc ça je l'utilise de temps en temps parce que bah, ça permet justement quand tu vas commencer à avoir des gros projets de pouvoir faire un petit copy-paste, enfin tout du moins de regarder ton code et puis de faire une petite review, un petit refacto de ton code. Sachant que derrière, tu as d'autres outils comme SonarCube qui te permettent justement de pouvoir faire ça aussi, mais là pour le coup c'est sur du cloud et c'est fait un peu plus tard. Et d'ailleurs tu as une extension Sonar normalement que j'ai installé, voilà, SonarLint que j'utilise, que j'ai installé, qui permet justement d'avoir les recommandations, les règles de recommandation proposées par Sonar, et bah de se dire ok d'accord, quand tu as une petite ligne ça veut dire que c'est pas forcément oufissime en termes de règles, peut-être que tu peux l'améliorer, peut-être que tu peux faire les choses différemment, ça te permet d'avoir des petites choses, des petites recommandations supplémentaires pour la qualité de ton code. Donc tu vois que on va retrouver pas mal d'extensions, bien sûr je vais pas toutes te les faire, mais on va retrouver pas mal d'extensions qui vont te permettre aussi bien de jouer sur la librairie que tu es en train d'utiliser, sur le langage que tu es en train d'utiliser, sur la customisation de VS Code, notamment avec les thèmes, mais aussi sur la qualité de code en elle-même. Donc tu as pas mal d'extensions dans tous les sens. Si tu en as d'autres d'ailleurs, tu peux venir les ajouter en dessous de cette vidéo, ça peut permettre de venir compléter un petit peu tout ça, puis donner des idées à d'autres personnes. Alors dans cette vidéo, dans ce guide complet sur VS Code, on a parlé d'un petit raccourci tout à l'heure qui est donc CTRL majuscule P, qui te permet d'ouvrir ce qu'on a appelé des lignes de commande, d'accord? Donc c'est la palette de commandes, ce qu'on appelle plus couramment la palette de commandes, et cette palette de commandes va te permettre d'exécuter un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses sur ton comment dire, sur ton éditeur. Et là pour le coup, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier, donc je vais faire un CTRL N. Ce fichier là, on va pas dire que c'est du texte brut, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va dire que c'est du JS, donc je vais taper JS, alors ça me sort JSON, mais hop, boum, c'est du JS, et je vais créer une petite constante. Alors, tu as d'autres raccourcis, notamment si tu fais CTRL+, tu as la possibilité de zoomer, si tu fais CTRL-, tu as la possibilité de dézoomer, donc en fonction de ta configuration, ça peut être intéressant, et puis de ton confort en tant que développeur. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer, par exemple, une liste de sujets. J'ai pas plus de sujets que ça, donc pour le coup on va faire ça comme ça, et cette liste là ça va être un tableau
Alors, je fais n'importe quoi, voilà. Cette liste-là, ça va être un tableau. Alors, tu vois que là, je te montre juste ici, on a une auto-suggestion. Cette suggestion, en fin de compte, c'est pas VS Code qui le fait, c'est l'extension Copilot que je t'ai présentée dans les différentes extensions. Ici, on a Copilot. Voilà, GitHub Copilot qui te permet justement de pouvoir avoir une autocomplétion avancée, beaucoup plus poussée que l'autocomplétion de ton éditeur, d'accord? Donc là pour le coup, GitHub Copilot me fait une petite recommandation. Moi ça ne m'intéresse pas, je veux simplement créer, ou tout du moins on va créer un objet. Et cet objet-là, on va avoir donc par exemple, l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle va avoir G par exemple. Ici, nickel. Je vais mettre par exemple ID parce que j'ai pas forcément plus d'idées que ça, mais c'est pas grave. Il a, peu importe le truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en premier ici. Voilà, ça je vais le mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut ordonner ça plus facilement. Voilà, donc là j'ai des éléments qui sont à l'endroit, à l'envers, et pour le coup ce que j'aimerais bien, je ne vais pas enregistrer, ce que j'aimerais bien c'est pouvoir avoir un ordre alphabétique de ces différentes données là. Et pour te donner un petit peu un ordre d'exemple, ici dans les différentes extensions installées, j'avais par exemple Alphabetic Sorter qui est ici, donc qui se trouve ici, qui est une extension VS Code qui te permet par exemple sur des variables de les ordonner. Et tu as exactement la même chose si je fais un petit sort comme ça. Tu as donc sort qui permet d'ordonner des lignes, enfin des textes. Tu as block sort, tu as smart sort, tu as JSON sort, tu as require sort, etc. Enfin, tu en as tout plein en fin de compte des sorts, d'accord? Et puis, tu en as pour aussi la gestion des objets, etc., etc. Et donc, là, pour le coup, pour en revenir justement sur le sujet principal, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de reprendre tous ces éléments-là et avec une ligne de commande, ordonner ça de façon alphabétique. Donc, je vais faire un contrôle majuscule P et je vais taper sort. Tu vois que j'en ai deux, j'ai sort.js object keys et puis j'ai alphabetic sorter. Donc si je fais sort.js object keys parce que ici je suis sur un objet JavaScript, et bien pour le coup je vais taper sort, hop, boum, c'est parti. Et là il m'a tout ordonné dans l'ordre alphabétique pour ces différentes informations. Donc ce qui est plutôt sympathique parce que pour le coup ça te permet d'avoir du code qui est propre. Et puis tu peux faire exactement la même chose pour des variables. Par exemple, on aura une variable abyss qui est égal à je ne sais pas ce que l'on veut, peu importe. Je vais avoir const Zoro, je sais plus comment c'est écrit, Zoro, ouais, Zoro, comme ça, voilà, peu importe. Un const list subject, non, je ne vais pas l'utiliser, je vais mettre, je sais pas, Fabien, voilà, on part dans les prénoms maintenant. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui est, tu vois, un petit peu dans le désordre. Et bien concrètement, je peux reprendre toute cette partie-là, faire un contrôle majuscule P, taper sort, et puis par exemple alphabétique sorter. Et là pour le coup, ça m'a ordonné les différentes chaînes de caractères que j'avais, les différentes variables par ordre alphabétique. Donc le A est avant le F est avant le Z, ce qui semble logique. Donc là tu vois que on a quelque chose qui est plutôt pas mal, qui sont des extensions, hein, ce sont deux extensions différentes, Alphabetic Sorter et Sort.js key, et notamment ces extensions là tu peux, si tu fais Sort.js, à mon avis on va la retrouver, voilà, on a Sort.js Object Keys, et tu peux l'utiliser ici, tu vois, c'est un petit truc tout simple à utiliser. Bon, il en existe plusieurs, après c'est à toi de choisir, hein, bien évidemment, parce que tu vois, il y en a deux qui sont les uns en dessous des autres, donc pour le coup, je te laisserai choisir celui qui t'intéresse le plus, celui qui te correspond le plus. Donc tu as pas mal de petites choses comme ça, et donc cette fameuse palette de commandes te permet d'exécuter plein de choses, notamment, on pourrait imaginer, alors je sais pas si je mets un espace comme ça, si je fais un contrôle majuscule P, mettre en forme, il faut que je le configure. Mais concrètement, tu peux aussi avoir des options de configuration, de mise en forme de ton code. C'est-à-dire que tu souhaites utiliser une mise en forme bien spécifique pour ton code. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça, mettre en forme avec. Donc là je vais choisir avec. On va prendre Prettier Code Formatter et boum, c'est Prettier qui me formate mon code. Je t'en ai un petit peu parlé dans les extensions. Si tu cherches Prettier, pour le coup, tu as Prettier qui est ici, voilà, juste ici, et qui te permet de faire du formatage de code sur une base de fichier de configuration, hein. Tu peux créer ton fichier de configuration comme tu le vois ici, ou tu peux directement aller le mettre dans tes settings
au niveau de ta configuration. Donc tu vois qu'on peut faire quand même pas mal de choses, c'est plutôt bien fichu. Moi j'en ai plein, j'ai plein de lignes de commande ici, par exemple pour Flutter, si je veux créer un nouveau projet Flutter, eh bien je tape Flutter, j'ai New Project, je peux démarrer une commande spécifique. Si je tape Angular, j'ai la liste des schématiques Angular, j'ai aussi la documentation, donc si je clique dessus, j'arrive sur la documentation d'Angular. Alors là c'est un petit peu trop gros en termes d'interface, mais voilà. Et donc du coup là j'arrive sur Angular Schematic, la documentation, et puis je peux regarder un petit peu comment est-ce que c'est fichu, les différents tutoriels, et puis avancer dans ces différents tutos. Tu vois que tout est sous forme de fichier hein, dans VS Code, il n'y a pas d'interface spécifique ou quoi que ce soit. Donc voilà pour les lignes de commande, t'en as plein, donc c'est CTRL majuscule P, hésite pas à l'utiliser, notamment par exemple, tiens regarde, on va faire un petit truc du style const phrase est égal à je suis. Alors tu vois, moi par exemple j'aimerais bien avoir du lorem ipsum. Si je tape lorem ipsum insert line, boum, c'est parti, je viens d'ajouter enfin je viens d'utiliser une nouvelle commande qui me permet d'ajouter du texte directement dans mon code. Donc t'en as tout plein, je te laisserai les regarder, il y en a plutôt, voilà, il y en a un paquet, tu vois, notamment j'ai aussi Open GitHub Copilot qui me permet d'ouvrir GitHub Copilot à côté et d'avoir d'autres recommandations. Alors là j'ai pas forcément plus de recommandations que ça, mais si je fais comment dire cette partie là, je vais avoir des autocomplétions et notamment je peux avoir aussi des autocomplétions en liste à ce niveau-ci. Donc il y a pas mal de choses que tu peux faire avec VS Code, notamment au niveau du contrôle majuscule P, et qui te permet d'utiliser les différentes commandes associées à VS Code. On continue avec notre élément, donc ça je vais pas l'enregistrer, j'en ai pas forcément plus besoin. Des petits raccourcis supplémentaires, alors tu vas avoir plein de petits raccourcis hein, au fur et à mesure, notamment si tu fais un contrôle majuscule E, eh bien ça t'ouvre ton Explorer de fichiers. Et si tu fais par exemple un contrôle B, ça te l'ouvre et ça te le ferme. Alors contrôle ou pomme B, etc. Encore une fois, les raccourcis peuvent être un petit peu différents d'un OS à l'autre, donc n'hésite pas à tester, à regarder pour pouvoir justement modifier tout ça. Et je pense que d'ailleurs tu peux faire un petit, hop là, ne pas enregistrer, hop, raccourci. Et notamment, tu vois, là j'ai fait CTRL majuscule B, instinctivement j'ai fait CTRL majuscule B, et ici j'ai préférence raccourci clavier. Si je clique dessus, tu retrouves absolument tous les raccourcis clavier que tu peux avoir. Donc t'as énormément de raccourcis clavier, je te laisserai regarder. Après, les raccourcis clavier peuvent être associés à des conditions spécifiques, notamment j'ai cru voir une condition, voilà, si c'est différent de iOS, et bien dans ces cas-là, tu vas exécuter ton raccourci clavier en fonction d'une condition spécifique. Donc tout ça tu peux les modifier, d'accord, tu peux cliquer ici sur le petit crayon et puis tu ajoutes ton raccourci CTRL majuscule P, alors ça existe déjà donc je vais pas le refaire, mais concrètement voilà, zoom avant. Pour le zoom avant, c'est majuscule, il y en a plusieurs en fait, voilà, c'est majuscule égal pour moi, ouais c'est ça, c'est contrôle majuscule égal, ça me permet justement, alors moi c'est plus contrôle égal, je pense que là c'est un autre raccourci, enfin peu importe, et donc tu vas retrouver toute la liste des raccourcis et tu peux les modifier à ta guise comme tu le souhaites. Pour faire ça, tu fais contrôle majuscule P, tu tapes raccourci, encore une fois, tu vois, je viens de te le montrer, et pour le coup tu fais préférence. Encore une fois, si tu fais par exemple raccourci et tu as juste celui du dessous, référence des raccourcis clavier, si tu cliques dessus, ça t'ouvre comment dire ton navigateur et puis ça va te charger, là pour le coup ça va te charger le PDF qui est associé avec ta petite checklist de cheat sheet code de raccourcis clavier. Donc tu vois que on peut faire quand même pas mal de choses. Ça je vais le fermer, je sais pas pourquoi il l'a réouvert, enfin peu importe. Et là on a par exemple nos différents fichiers. Il y a autre chose que je voulais te montrer, notamment c'est contrôle P, juste CTRL P. CTRL P va te permettre d'ouvrir des fichiers que tu as dans ton projet, au sein même de ton projet. Notamment ici, je recherche tout ce qui est associé à app. Et ici, je vais avoir app.component, je vais avoir tous les éléments qui correspondent à app dans mon projet. Ici, je l'ai app.component, j'ai app.component HTML, CSS, spec.typescript, et puis le module. Si je recherche par exemple mon fichier de configuration Prettier, parce qu'on a parlé de Prettier, voilà, j'ai un Prettier ignore dans un autre projet, mais j'en ai un qui va me sembler plus intéressant pour toi, notamment Prettier, voilà.
qui est le premier, et bien pour le coup ça me donne une configuration de mise en forme pour mon projet, par exemple un projet Angular comme c'est le cas actuellement. Ici, si par exemple je mets voilà, juste tout ça sur une ligne, que je fais un CTRL S pour le coup, et bien automatiquement il va m'avoir fait le reformatage en fonction des règles d'écriture que j'aurais définies dans ce fichier de configuration Prettier. Bon, c'est une petite parenthèse sur la recherche de fichiers, mais je trouve que c'est intéressant aussi de venir t'ajouter ces petites choses là supplémentaires au fur et à mesure du tutoriel. Donc pour le coup ici, alors je sais pas pourquoi il veut m'ouvrir le Untitled 1, je sais pas pourquoi, peu importe, c'est pas bien grave. Donc là pour le coup j'ai la possibilité donc avec le CTRL majuscule P d'aller rechercher, donc tu peux naviguer avec tes flèches de clavier sur les différents éléments. Si tu descends un petit peu tu retrouves tous les autres fichiers que j'ai pu ouvrir précédemment, et ce qu'il y a d'intéressant c'est que voilà, tu vois que le Prettier RC c'est un élément que j'ai ouvert récemment, donc forcément celui-ci remonte dans le classement, tu vois, dans le récemment ouvert. Si je ouvre le index.html, voilà, je viens de l'ouvrir, si je fais un CTRL majuscule P, le index.html remonte au niveau de mon formulaire de recherche qui est ici. Donc là, c'est pas à confondre avec CTRL majuscule P, d'accord? CTRL majuscule P, c'est les palettes qui te permettent d'exécuter des commandes au niveau de ton éditeur, et puis tu as CTRL P qui te permet d'aller rechercher des fichiers dans un projet, et ça va te le chercher absolument partout. Alors, qu'est-ce que serait un éditeur de code sans avoir un terminal pour exécuter des lignes de commande? Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important. En tout cas, moi j'estime que c'est assez important d'avoir un terminal dans lequel tu peux exécuter des petites commandes supplémentaires, comme par exemple un npm run, un npm install, etc., pour installer des dépendances. Alors sachant que si tu tapes npm ici, tu as le debugger npm, mais tu as la possibilité, voilà, de pouvoir installer des dépendances, et pour le coup ça t'ouvre ton terminal. Alors là ça l'a ouvert automatiquement. Alors il est en train de m'installer les dépendances, mais peu importe, c'est pas bien grave, du projet, elles sont déjà installées, mais concrètement il est en train de m'installer les dépendances, mais tu vois que j'ai instinctivement fait CTRL majuscule P npm, et pour le coup j'ai exécuté différents scripts. Si je veux initialiser un nouveau projet par exemple, j'ai le npm run init qui va me permettre de pouvoir initialiser un projet supplémentaire, ou de faire un npm run start. Ici si je fais un npm start, alors ça risque pas de fonctionner, voilà, ça marchera pas pour une simple et bonne raison, c'est que le start n'existe pas. Mais peu importe, tu as la possibilité d'exécuter, tu vois, des commandes JavaScript directement en faisant un CTRL majuscule P. Maintenant, si tu vas dans la partie haute de ton éditeur, tu vas retrouver en fin de compte les différents menus globaux que l'on peut avoir dans une application. Et ici, tu vois, tu as terminal, la possibilité de créer un nouveau terminal ou de diviser un terminal, etc., etc. Donc nous, on va cliquer sur terminal. Alors, le raccourci qui est ici, tu vois, il n'est pas le même que ce que j'utilise moi. Il en existe plusieurs, tu peux associer plusieurs raccourcis à une action, mais ça te permet d'ouvrir le terminal juste en dessous, en bas de ton éditeur. Là concrètement, ici tu vois, j'ai activé, désactivé le terminal. C'est pour moi contrôle et le petit backtick sous Mac. Mais encore une fois, c'est des raccourcis qui vont dépendre de chacun. Et là, on a un terminal, notamment, je peux faire un echo coucou, tu vois, hop, et ça m'affiche coucou. Donc là, tel le terminal que tu peux avoir d'ordre global. Si j'ai de la coloration et que tu en as pas de ton côté, c'est simplement dû au fait que j'utilise donc ZSH qui est une petite extension. Je te laisserai regarder un petit peu sur internet à quoi ça correspond, mais c'est un élément qui va te permettre de modifier le comportement que tu peux avoir quand tu vas taper des commandes. Notamment, je peux faire un ls tab et puis notamment aller naviguer dans les différents fichiers au niveau de mon terminal. Donc là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec VS Code, mais sache que tu peux le faire. À ce niveau-ci. Et donc pour le coup, tu as donc ton terminal. Ce terminal là, tu peux l'utiliser comme celle-là actuellement. Tu vois qu'il y a d'autres petits éléments supplémentaires. Ces différents éléments supplémentaires, ça va dépendre de l'environnement dans lequel tu développes. Si par exemple tu développes en JavaScript, en règle générale, tu vas avoir les différents problèmes qui se trouvent ici, qui vont être par exemple des erreurs de ESLint. Donc ESLint, c'est ce qui permet d'avoir un code bien formaté, bien structuré, bien écrit, qui est standard.
Et si tu as des choses qui sortent de la standardisation de SLint, eh bien pour le coup, ça va venir s'afficher ici, et ça va être à toi de résoudre les différentes problématiques. Bon, les commentaires, je t'avouerai que je ne m'en rappelle plus à quoi ça correspond, mais peu importe, et tu as le terminal. Donc si tu fais du web, généralement, ça va être ça, et ça va être ces deux onglets-là. Maintenant, si tu fais par exemple du Flutter, eh bien tu auras la console de débugage qui va venir s'ajouter, dans lequel tu vas avoir la trace du développement que tu vas avoir. Donc tu as pas mal, tu vois, en fonction de l'environnement dans lequel tu vas évoluer, tu vas avoir pas mal de petites choses. Tu as un petit élément de filtre super intéressant, super puissant, c'est pour ça que je voulais te montrer cette partie-là aussi, notamment si je fais un npm run dev, je vais avoir un certain nombre d'éléments. Alors j'ai perdu mon petit filtre à ce niveau-ci. Ouais, je l'ai perdu parce que ça va être au niveau du débugage. Ah mince. Oui, je l'utilise pas au bon endroit. Bon, peu importe, c'est pas bien grave, je vais te le montrer comme ça. Ici, j'ai démarré un projet. Imaginons, on va l'imaginer de la façon suivante, que toute cette trace-là soit à ce niveau-ci. Plus par exemple quand tu vas faire une application Flutter. Tu vas avoir toute ta trace, donc tout ce que tu vois ici, là, toutes les couleurs, les machins comme ça, tu vas les avoir à cet endroit-ci. Eh bien, en fait, ce que tu peux faire avec justement cet élément-là, tu peux ajouter un filtre, appliquer un filtre à la console de débugage. Notamment, j'aimerais bien que n'afficher que les lignes qui commencent par ça. Eh bien, ça, en fait, je vais le mettre ici et automatiquement, ça va me filtrer que les lignes là en bleu turquoise. Que les lignes en bleu turquoise à ce niveau-ci. Et ça va te filtrer, ça va te condenser les différentes informations. C'est utile si par exemple tu as un petit console log ou un petit, si tu fais du Flutter par exemple, c'est un print, tu vas faire un print, si tu fais un print de une valeur en particulier et que tu as tout un paquet de logs qui viennent s'ajouter, qui viennent un petit peu polluer ton élément, et bien là, en mettant ce filtre-là en place, et bien pour le coup, tu vas pouvoir te focus uniquement sur cet élément-là. Et encore une fois, tu vois ici, tu as le point d'exclamation pour exclure un certain nombre de choses. Tu peux aller encore une fois de façon assez poussée faire des recherches, des recherches avec des astérix. Voilà, ces différents éléments que tu peux retrouver par exemple dans les regex pour pouvoir mieux filtrer tes différents éléments. Donc ça, tu peux le faire. Alors oui, tu peux le faire uniquement que dans la console de débugage et pas dans le terminal à l'heure actuelle. Bon, ça c'est pas, ceci étant dit, c'est la petite astuce que je voulais te montrer, le petit élément que je voulais te montrer parce que je pense que ça pourra t'aider ou te sauver la vie quand tu rechercheras quelque chose et que tu auras ta session de débugage à cet endroit-ci. Toujours dans le terminal, pour continuer un petit peu sur le terminal, ici tu as la possibilité d'ajouter un nouveau terminal. Tu vois que ici j'ai un petit menu déroulant, j'ai mon petit npm de tout à l'heure que j'avais exécuté, je peux le supprimer, du coup je peux retourner sur mon autre élément et je peux ouvrir un nouveau terminal, donc je peux avoir une pile successive de terminaux sur lesquels je peux travailler. Et ici je peux faire mon petit echo coucou et puis boum, c'est parti, voilà, je peux exécuter autre chose sans venir altérer cette partie-là. Je peux bien évidemment supprimer mon élément, comme je peux splitter mon terminal à droite et à gauche, tu vois. Et donc là, pour le coup, je peux avoir les deux éléments les uns à côté des autres. C'est quelque chose qui est aussi utile, en tout cas moi je trouve utile pour pouvoir justement exécuter une commande et puis voir l'interaction que tu peux avoir ici. Tu pourrais très bien avoir une API spécifique à cet endroit-là qui va tracer les différents éléments, qui va t'afficher les différents éléments, et ici lancer une commande curl, hop là, une commande curl avec HTTP, etc. Enfin voilà, toute la suite de ton URL. Et quand tu vas exécuter cette commande-là, la voir directement dans ton terminal. Donc c'est plutôt cool, moi je trouve ça plutôt sympathique pour faire ça. En termes de configuration, en règle générale, ce que j'ai tendance à faire, c'est pas mettre ce terminal. Alors ça va dépendre de la place que j'ai. Là, tu vois ici, je suis sur un écran relativement petit, mais ça va dépendre vraiment de la place que je vais avoir. Et notamment, ce que j'ai tendance à faire, tu vois, c'est d'aligner les volets. Alors tu peux, tout du moins, positionner les volets. Positionner le volet notamment sur la droite et boum, tu as ton volet sur la droite, ce qui te permet en fin de compte quand tu fais ton CTRL B d'avoir uniquement le code à cet endroit-ci et puis d'avoir ton terminal qui vient s'afficher à cet endroit-là et puis tu l'agrandis en fonction de ça. Sachant que la plupart du temps, quand tu vas développer du code, hop, je pousse ma petite tête encore, quand on va aller par exemple, je vais prendre la routing pour le coup, il me semble plutôt pas mal, tu vois que tes lignes de code, si tu as un bon formatage de code, généralement c'est 120 caractères si je me rappelle bien, moi j'ai tendance à le régler à 80 caractères environ.
et bien pour le coup, ça va te permettre d'aligner les différents éléments les uns en dessous des autres, donc ça va te repousser tes lignes les unes en dessous des autres, et pour le coup, bah, tu as suffisamment de place pour avoir un terminal et splitter ton écran largement en deux. Donc ça reste quand même assez intéressant, et quand tu fais une petite modification, ben, automatiquement tu vois la modification qui va être apportée au niveau, si tu as du hot reload par exemple derrière, si tu développes pour le web. Donc pour le coup, ça te permet de pouvoir maîtriser tout ça, et d'avoir à peu près toutes les informations qui s'affichent devant toi. Et si tu veux splitter ton terminal l'un en dessous de l'autre, hop là je pousse ma tête encore, eh bien tu as ce petit élément là ici, si tu cliques dessus, boum, tu as un nouveau terminal qui vient s'ajouter juste en dessous. Donc tu vois que on peut faire quand même pas mal de choses avec, juste sur le sujet du terminal, on peut faire pas mal de choses. Je vais rester comment dire, assez concis, et puis de façon à pas trop alourdir tout ça, mais sache que tu peux faire quand même pas mal de choses, tu peux lancer pas mal de choses. Ici tu vois, sur le même partie du terminal, on a du node et du ZSH, donc le node c'est cette partie là, le ZSH se trouve juste en dessous, et après tu peux faire par exemple, tu peux afficher les onglets sur le côté, ça c'est pratique. Alors c'est pratique que quand tu fais un clic droit, position des volets vers le bas, et pour le coup tu te retrouves avec les différents onglets affichés sur le côté, et notamment tu peux naviguer entre les différents éléments, entre le node et le ZSH, d'accord. Donc ça c'est une possibilité. Moi je vais virer le ZSH parce qu'il était en dessous, alors, on l'a pas vu mais il était en dessous, ce qui est assez sympathique. Tu as d'autres menus, hein, donc effacer le terminal, exécuter le fichier actif, donc c'est le terminal que tu as, c'est le fichier que tu as ici actuellement, etc. Donc tu as pas mal de petites choses que tu peux faire. Tu peux mettre ton terminal en full screen. Alors ça c'est intéressant. Je vais te dire quand est-ce que c'est intéressant. C'est intéressant quand tu veux avoir ton terminal sur une fenêtre VS Code, et de l'autre côté avoir ton code VS Code. Alors je m'explique, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ça. Voilà, donc ici j'ai mon VS Code qui est ouvert avec mon fameux terminal. Tu vois qu'on peut faire quand même pas mal de choses, hein. Tu vas voir que c'est quand même assez poussé. Tiens d'ailleurs, j'ai fermé ça, j'en ai pas besoin. Voilà, ça permet d'éclaircir un peu les choses. Donc là j'ai VS Code, et si je fais fichier, tu as la possibilité de pouvoir, dupliquer l'espace de travail. Boum. Donc je vais dupliquer l'espace de travail, ça va m'ouvrir un nouveau VS Code, mais tu vois que ce nouveau VS Code, c'est exactement le même, d'accord, c'est les différents fichiers, sauf que d'un côté, je vais avoir mon terminal qui va m'afficher les éléments, et de l'autre côté, je vais pouvoir ouvrir mon code, notamment, tu vois, aller dans tel fichier, hop, app, handle. Voilà, et puis du coup je peux refermer ça, et donc du coup je vais avoir mon code de ce côté là, et je vais avoir mon terminal de ce côté là, et je vais avoir donc deux fenêtres complètement séparées. Ça c'est encore une fois pratique à partir du moment que tu as deux écrans par exemple qui sont complètement séparés, et donc d'avoir d'un côté tes traces, tes logs, et puis de l'autre côté uniquement que ton code, si tu aimes bien travailler avec un max de confort. Donc tu vois qu'on peut faire énormément de choses juste en parlant du terminal et puis de VS Code. Donc je ne vais pas enregistrer cette partie là, et on va retourner en plein écran et réduire la petite flèche que l'on a juste ici pour retourner un petit peu sur un état comme on l'avait juste avant. Donc tu vois qu'on a pas mal de choses. Encore une fois, tu as d'autres petites options, je te laisserai les découvrir, d'accord. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on a fait le petit plus ici, mais si tu fais descendre, tu peux ouvrir d'autres types de terminaux, notamment moi j'utilise principalement le ZSH, mais tu peux ouvrir le batch qui est celui que tu dois utiliser certainement par défaut au niveau de ta commande. Donc c'est exactement le même, la seule différence c'est que j'ai pas la coloration syntaxique, et j'utilise le batch par défaut notamment de Mac de mon côté. Et encore une fois, tu peux naviguer entre Node et cette partie-là, ou supprimer cette partie-là, etc., etc. Donc on peut faire quand même pas mal de choses avec le terminal. Je te laisserai faire mumuse de ton côté avec, et on va passer à la suite. On va donc continuer parce qu'il y a d'autres petits raccourcis assez sympathiques avec VS Code, notamment juste après l'installation. Là, on a fait un petit peu le parcours de VS Code, mais tu vas voir qu'il y a des notions un petit peu plus avancées. J'ai malheureusement fermé mon terminal ici, mais concrètement, si je fais par exemple terminal, que je l'ouvre, on va zoomer un petit peu dessus, voilà. J'ai la possibilité d'aller ouvrir un fichier ou un projet en particulier, notamment si je fais par exemple cd document project.project app per week, tiens d'ailleurs, hop, ls, et donc là dedans tu vois j'ai plusieurs fichiers, notamment si je fais un ls-
et là voilà, j'ai plusieurs dossiers, plusieurs fichiers. Ce que j'aimerais bien, c'est ouvrir ces différents éléments, ce dossier-là, ce dossier courant, ou ouvrir uniquement appx compressor. Donc je vais faire un cd appx compressor pour être dedans, et si je fais un ls, voilà, j'ai un projet en particulier. Ce que j'aimerais bien, c'est l'ouvrir dans VS Code. Donc j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est de pouvoir faire un fichier, ouvrir le dossier. Après ouvrir le dossier, je vais aller dans mes documents, je vais aller dans, je sais plus, voilà, ce dossier-là, je vais aller à cet endroit-là et je fais ouvrir le projet. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est une façon de pouvoir exécuter les choses pour pouvoir ouvrir un projet. Mais il y a une autre façon qui est très surtout, enfin que tu as peut-être déjà vu, c'est de faire un code point. Et simplement en faisant un code point, alors moi ça va pas me le faire ici, mais ça va ouvrir le projet dans VS Code. Je vais te montrer ça sur un autre projet, notamment si je retourne en arrière. Donc là j'ai les différents projets que j'ai dedans. Si je fais un code point, eh bien ça va m'ouvrir VS Code, voilà, avec les différents projets. Alors je sais pas où est-ce qu'il me l'a ouvert, il a dû me l'ouvrir beaucoup plus loin, voilà, il me l'ouvre ici, et donc là il m'ouvre VS Code. Alors ça rame un peu parce que je pense que c'est le fait d'enregistrer et puis d'exécuter des choses à droite à gauche, et là il m'a ouvert le projet directement avec les différents dossiers, tu vois. Donc là on était à la racine de notre liste de projets, on a différents dossiers à l'intérieur, et bien automatiquement je les ai ouverts simplement en exécutant la commande code point. Pour exécuter cette commande code point, tu as une façon très simple. Alors je vais faire exit ici, on va fermer ce projet là, et ce que tu vas faire, c'est un contrôle majuscule P, et dans contrôle majuscule P, tu vas taper PATH, donc path, d'accord, PATH. Et ici, tu as donc commande interpréteur de commande, de commande, installer la commande, donc code, au niveau de ton environnement. Donc comme ça, tu n'auras pas besoin de le faire à la main, tu peux le faire directement avec VS Code. Ici, il va exécuter ça. Alors je vais pas le refaire parce que moi je l'ai déjà fait, mais tu prends le premier, donc c'est shell commande, install code, commande in path, et pour le coup, ça va te permettre d'installer justement la commande code pour pouvoir exécuter tout simplement des codes points ou des codes dossiers. Et notamment si je veux, je l'ai à nouveau fermé, mais je devrais le laisser ouvert finalement ce machin là, mais si je vais dans mes projets, donc c'est des document project, on avait dit app per week, si je fais ls, ici si je fais un code notamment de comme Nico Develop Relax, eh bien ça va m'ouvrir le contenu de ce dossier-là, d'accord, de ce projet-là, directement dans mon terminal. Et notamment ici, c'est une application Flutter, donc tu vois qu'on a complètement autre chose au niveau de tout ça. Donc ça, c'est une autre façon de pouvoir ouvrir un projet directement avec VS Code, et notamment en utilisant la commande code directement dans ton terminal, n'importe quel terminal que tu vas ouvrir au niveau de ton environnement de développement. Et donc si on continue dans l'ouverture des différents projets, tu vois, ici on a changé de projet. Moi, il y a un projet sur lequel je travaille en ce moment, où j'ai débuté en ce moment. Tu as la possibilité de faire d'aller dans les fichiers et d'ouvrir les éléments récents. Ça c'est justement un petit raccourci supplémentaire qui est intéressant, qui va te permettre justement de pouvoir reprendre les différents projets que tu as ouverts de façon ordonnancée. Donc le dernier qu'on a ouvert, c'est celui-ci. On a ouvert précédemment la liste des projets, on a ouvert app X compressor, et je veux retourner dans un autre projet derrière. Après, tu as des éléments, notamment tu as plus, qui te permettent d'ouvrir beaucoup plus de projets potentiellement existants, et là tu as un historique beaucoup plus long de différents projets sur lesquels tu as pu travailler. Tu vois que j'en ai fait pas mal. Mais pour le coup, ça me permet justement d'ouvrir un projet existant, et notamment un projet anciennement que j'ai ouvert précédemment. On va donc rentrer un peu plus dans les détails de la configuration de Visual Studio Code, notamment en paramétrant les différents settings. Tu vas voir qu'il y a pas mal de paramétrages que tu peux mettre en place. Tu peux customiser ton paramétrage à 4000% avec cette IDE, et notamment ici en allant dans, alors pour moi c'est code, mais toi ce sera peut-être fichier si tu es sous Windows par exemple, ou encore si tu es sous Linux, tu auras peut-être un menu un petit peu différent. Moi je dois aller dans préférences, et dans préférences je dois aller dans settings, et dans settings ça va m'ouvrir ce panneau de commande. Autrement, comme on commence à être des pros, on peut faire CTRL majuscule P et notamment taper settings à cet endroit-ci, et tu vois que on a deux options. La première option c'est le settings UI, donc c'est l'interface utilisateur, c'est celle que l'on vient de voir à l'instant, d'accord, c'est les différents paramétrages mais d'un point de vue visuel, d'accord, au niveau du
formatage. Et autrement, si tu retapes Settings et que tu tapes Open Default Settings JSON, eh bien tu vas te retrouver avec un fichier JSON de absolument toutes les options. Alors je te montre ce fichier JSON, même si on va pas forcément travailler dedans, pour te montrer que voilà, il y a pas mal d'options que tu peux voir, que tu peux mettre en place pour éditer ton IDE Visual Studio Code. Donc tu vois, je suis même pas rendu en bas, donc je vais pas aller jusqu'en bas, mais dis-toi qu'il y a quand même beaucoup d'options. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller quand même dans une interface qui semble un petit peu plus user-friendly, qui est donc l'interface de Settings, et notamment ici, tu vas voir qu'on peut retrouver pas mal de petites options. On a la notion de Workspace. Alors je t'avouerai que moi je l'utilise pas, donc pour le coup, je vais pas forcément t'en parler, mais sache que ça existe. La notion de workspace, c'est tout simplement des espaces de travail, des profils différents de configuration pour ton IDE. Moi personnellement, j'ai pour habitude de travailler principalement sur le workspace user, si on peut l'appeler de cette façon-là, pour pouvoir paramétrer mes différents éléments. Donc si tu regardes un petit peu ici, tu as les paramétrages des extensions. Alors pourquoi je te parle des extensions, c'est tout simplement parce que comme on a parlé d'extensions dans la vidéo et dans les éléments précédents, pour le coup, tu vas voir que sur chacune des extensions, tu peux potentiellement avoir un certain nombre de paramétrages. Notamment, on a parlé de Prettier tout à l'heure. Et bien concrètement, tu as des paramétrages spécifiques à cet outil-là. Si on reprend des petites extensions, notamment comme Git par exemple, tu as aussi ses propres paramétrages. Donc là, pour le coup, je te laisserai regarder pour pouvoir justement paramétrer en fonction de. Et notamment, on a parlé de Angular, notamment Angular Language Service. Et bien concrètement, on a exactement la même chose. Donc pour les extensions, si tu as un petit souci, si tu as un problème de paramétrage, sache que tu peux aller faire un petit tour à cet endroit-ci. Ensuite, je vais te présenter les grands éléments, les éléments majeurs, bien évidemment, il y en a plein d'autres. Notamment, tu as Text Editor. Donc là, c'est tout ce qui va correspondre à ton édition, à ton confort en tant que développeur. Notamment, tu peux choisir comment paramétrer le curseur de ta souris par exemple. Tu as la fonte que tu peux choisir, tu peux grossir la fonte, par défaut elle est à 12 mais tu peux mettre 16, 18 pixels, enfin voilà, tu peux mettre ce que tu veux. Pareil, tu as le formatting d'ordre global, donc tu as pas mal de petites choses, tu as les différentes suggestions, comment est-ce que ça va se présenter aussi, tu as les différents aussi fichiers. Donc là tu vois ici qu'on a les associations de fichiers que l'on a pu voir, et notamment tu peux en ajouter des supplémentaires. Donc voilà, il y a pas mal d'options que tu peux avoir. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le workbench avec l'apparence d'ordre global, et notamment, tu vas retrouver ici le color theme par exemple. Moi par défaut je suis sur GitHub Dark, on a la V2 par exemple qui va légèrement changer la mise en forme de ton IDE. Alors tu as des choses qui sont un peu crado, mais notamment tu as GitHub Lite qui te permet d'avoir ça en clair. Moi j'ai pris l'habitude de travailler sur GitHub Dark, il n'y a pas de discussion sur le fait d'être en dark mode ou en light mode, enfin voilà, il n'y a aucun rapport avec ça, c'est tout simplement que j'ai l'habitude de travailler avec ça. Alors sache que ces différentes options, donc là je termine sur l'apparence, mais ces différentes options, tu peux y accéder directement avec la palette de commandes. Donc ici tu as le breakcom, c'est la disposition des différents fichiers sur lesquels tu es et comment est-ce que c'est présenté. Ensuite, tu as le setting editor. Donc là, encore une fois, on rentre dans le formatage de l'éditeur. Tu as un Zen mode qui est en fin de compte une version extrêmement épurée de Visual Studio Code. Alors je crois que c'est CTRL L puis Z, ou je me rappelle jamais en fait. Tu vois, je suis toujours c'est CTRL majuscule Z ou CTRL option Z, CTRL option MLZ. Ou c'est je le trouverai plus tard, on fera une petite recherche. On va faire une petite recherche maintenant. Il y a un raccourci qui te permet de mettre en mode Zen. Si tu tapes VS Code, hop là, VS Code Zen mode, hop là, Zen, je vais y arriver, Zen mode, c'est c'est CTRL K Z. D'accord, on va retourner ici, on va faire un petit donc
CTRL K puis Z, voilà. CTRL K puis Z, ça te permet en fin de compte d'être focus uniquement que sur ton code. Donc c'est plutôt bien, moi je l'utilise très très souvent, malgré le fait que tu vois, on a l'impression que je connais pas le raccourci, mais une fois que tu l'as tapé, du coup tu sors plus de ce mode-là, donc forcément ça joue un petit peu. Ça implique autre chose, ça implique à savoir jouer avec les raccourcis derrière aussi, c'est-à-dire que concrètement quand tu fais commande B, bah, pour le coup ça t'ouvre ton explorer de fichiers, commande majuscule E, enfin, commande, ou tout du moins commande majuscule F plutôt, ça t'ouvre la recherche à cet endroit-là, CTRL E ou CTRL majuscule E plutôt, ça va t'ouvrir l'explorer de fichiers, tu peux refermer, tu peux réouvrir ton terminal en faisant un CTRL, et moi c'est le backtick ici, et ça m'ouvre mon terminal, et en règle générale la configuration que je peux avoir ici, c'est que je le mets sur le côté left, j'ai dit, position right, voilà. Et donc j'ai mon terminal d'un côté, tu peux hop, écarter les petites gouttières qui est ici, et pour le coup tu te retrouves avec un truc extrêmement épuré, où tu as ton code dans cette partie-là, et de l'autre côté tu as ton terminal. Donc voilà, et puis bah, si tu veux, c'est commande K, Z pour t'échapper justement de ce mode-là. On va rester échappé de ce mode-là pour la suite, parce que concrètement on a d'autres choses à voir, mais sache que voilà, tu peux t'amuser avec tout ça, tu as beaucoup de mise en forme, et puis après, bon voilà, t'as donc là ici on a vu le Zen mode, il y a le screen mode, alors je sais plus trop à quoi ça correspond, enfin peu importe, et puis après tu as d'autres options. Alors je t'avouerai que instinctivement je vais rarement naviguer dans ces options là, je vais avoir tendance plus à utiliser la palette de commandes, notamment si on veut changer le thème. Je fais CTRL majuscule P, je tape thème, et ici tu vois tu as préférence color, et ici tu as la possibilité d'avoir exactement ce que l'on a fait tout à l'heure, sauf que ça te le change un petit peu en live, et tu as la possibilité de changer tout ça. Donc ces différents éléments de settings sont paramétrables, ça veut dire que si je fais un CTRL majuscule P et que je choisis donc color theme, et que je choisis une autre option, pour le coup ça va automatiquement mettre à jour ce fichier de configuration de settings, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc faut fouiller, après c'est comme tout, hein, c'est en fouillant qu'on apprend aussi. Tu vas avoir pas mal d'informations là-dessus. Ces informations sont enregistrées en temps réel, à partir du moment que tu fais une modification, boum, c'est enregistré dans ta configuration. Donc là pour le coup, voilà, il faut juste faire un petit peu attention quand tu vas faire des modifications à ce niveau-ci. Donc voilà pour ce qui est du settings. Encore une fois, il faut vraiment creuser le sujet pour pouvoir être un expert des settings VS Code. Je t'avouerai que c'est une fois que ta configuration est faite, t'as pas forcément plus d'occasion que ça d'aller dans la partie settings. Alors t'as une partie security, je t'avouerai que j'ai jamais fait de tour dedans, donc pour le coup je peux pas forcément t'en parler. Si éventuellement t'as des petits éléments au niveau de la sécurité là-dedans, à première vue tu vois, là on passe directement sur les sur les extensions, mais voilà, c'est pas une très grosse partie, c'est pas une majeure partie que l'on va retrouver au niveau de la sécurité de VS Code. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire au niveau justement des settings. Bien évidemment, voilà, une fois que ta configuration est faite, je te le répète, une fois que ta configuration est faite, en règle générale, tu ne retournes plus dans les settings, c'est fini, tu as une bonne configuration, et pour le coup, ça roule pour toi. Donc, on va avoir des petites choses supplémentaires assez sympathiques avec VS Code, notamment, tu vois, par exemple, j'ai des petites icônes ici, là, tu vois, sur mes petits dossiers. Toi, tu les as pas par défaut, en tout cas, jusqu'à maintenant, tu ne les as pas par défaut. Ça, c'est un petit truc. Alors, je l'ai rajouté depuis pas très longtemps, au final, dans ma configuration, je suis resté très longtemps de façon épurée, mais c'est vrai que visuellement, ça te permet d'avoir des petits repères, notamment si tu vois le asset avec du jaune, tu lis plus forcément le asset, tu vois une espèce de forme, et tu vois que c'est jaune, donc pour le coup, tu associes ça à des assets. Pareil pour les styles, pareil, quand tu vois le petit A avec justement en rouge, tu sais que ça va être un fichier de type TypeScript. Si tu le vois en bleu, enfin tout du moins, tu sais que ça va être un module tout du moins, et si tu le vois en bleu, tu sais que ça va être un component, tu vois. Et puis pareil, si tu l'as, si tu as le 5, donc de HTML5 en orange, tu sais que tu vas être sur du HTML, le petit logo ici, tu sais que c'est du CSS, et la petite fiole que tu as ici, donc c'est un peu comme la petite fiole que l'on a ici, tu vois, au niveau de l'interface de Visual Studio Code, et bien concrètement, tu sais que ça va être du test que tu vas pouvoir exécuter. Donc ces petites icônes-là, en fin de compte, c'est une extension, donc tu vas dans tes extensions, et puis si tu fais une petite recherche, tu vas tomber par exemple sur icônes. Moi j'ai pris le premier qui venait. Alors
Alors après, bien évidemment, tu peux choisir, il y en a d'autres. Il y a Icon Font qui est une autre chose. Alors je sais pas si ça correspond. Non, Icon Font c'est autre chose. Tu as VS Code Icon, voilà. VS Code Icon te permet justement de pouvoir, je pense que voilà, ici, tu vois, il te propose d'avoir des icônes qui sont propres à cette extension-là, d'accord? C'est vraiment associé à l'extension en elle-même. Il t'explique comment installer ou comment paramétrer tout ça. Moi, j'ai utilisé la première qui venait, c'est-à-dire icône, matériel icône thème, qui me semble plutôt pas mal. Et puis, il y en a un petit paquet, tu vois, tu as toutes les icônes que tu peux retrouver, des icônes que je connais pas du tout, mais peu importe, c'est pas bien grave. Concrètement, ça te permet d'avoir un panel d'icônes assez large pour pouvoir paramétrer ton projet. Et après, si tu veux justement mettre ces icônes là, tu fais un CTRL majuscule P, tu tapes icône à cet endroit-ci et tu vois que on a activate matériel icône. Donc si je clique ici, ça les active et notamment j'ai vu que j'avais, tu vois, à l'instant icône VS Code. On va voir ce que ça donne. Ça change pas grand chose, tu vois, icône VS Code. Je pensais que j'avais icône VS Code, recent use. Ouais, écoute, je sais pas ce que ça fait de plus le icône VS Code, je pense que ça doit pas forcément fonctionner, mais concrètement, tu as la possibilité donc d'activer les icônes en faisant un CTRL majuscule P et tu tapes, tu tapes, ou tu peux taper matériel icône et ça te permet justement d'avoir les petites icônes qui vont bien ici à cet endroit-là et d'avoir quelque chose d'un peu plus sexy à l'œil, de voir un petit peu que concrètement tu sais que quand c'est vert avec une espèce de pentagone, si je me trompe pas, pas pentagone, hexagone, et bien pour le coup tu sais que c'est notre module, le provider tu sais que c'est une petite croix, un petit engrenage, le start il y a un petit home avec du rouge, enfin voilà, tu vois que concrètement c'est assez cohérent et ça te permet d'avoir les icônes par exemple pour Prettier, pour l'éditeur configuration, le package on voit que c'est bien du Node.js, voilà, le TypeScript c'est TS, donc ça reste quand même assez lisible et notamment accessible pour toi. Allez, d'autres petites options supplémentaires, des choses qui peuvent être intéressantes pour toi. Ici, t'aimes bien t'aimes bien travailler sur un menu qui est relativement épuré, imaginons. Ou notamment, ça fait un petit moment que tu n'as pas utilisé un certain nombre d'extensions, tu n'as plus forcément envie de les voir. Ce que tu peux faire, c'est faire un clic droit ici et tu retrouves les différents éléments. Notamment ici, il y a un truc que j'utilise pas forcément en ligne de commande, mais dont j'aime bien avoir l'autocomplétion, c'est Docker. Boum, c'est parti, on l'enlève. Pareil, Sounder Client, c'est une petite extension qui te permet de créer des requêtes HTTP directement dans VS Code, notamment ici tu vois j'ai localhost 3000, alors là il marchera pas parce que j'ai pas de serveur démarré, mais ça te donne une petite interface, tu peux ajouter de l'upload, tu peux ajouter des paramètres dans ton URL, tu peux choisir si c'est de type get, post, etc. et puis notamment tu as la possibilité d'ajouter du body ou des queries, enfin voilà, c'est exactement le même principe que si tu connais Postman par exemple, Postman qui est un service de requêtes HTTP pour pouvoir tester tes différentes API. C'est exactement la même chose que ça. La seule différence, c'est que c'est directement intégré dans ton IDE. Et si tu fais donc un clic droit ici, tu vois que si tu fais un contrôle majuscule ou un majuscule contrôle R, donc hop, je vais fermer ça, et je vais faire un contrôle majuscule R, automatiquement ça me l'ouvre. Donc techniquement, j'aurais presque pas besoin de l'avoir dans cette partie-là, donc je peux le retirer. Pareil pour Angular, c'est pas quelque chose que je vais utiliser, donc je peux encore une fois le retirer. GitHub, c'est les différents éléments. Alors, il est intéressant cet outil-là, mais concrètement, c'est les différents éléments que tu vas avoir, les différentes modifications que tu vas avoir, notamment les issues qui te sont attribués, donc c'est connecté directement à GitHub à partir du moment que tu as fait la connexion à GitHub, bien évidemment. Hein. Donc ça, tu peux potentiellement, on peut le garder. Après, tu as SonarQube, donc Sonar Lint tout du moins, qui te donne les différentes règles. Alors, Sonar va directement être intégré dans ton IDE, donc c'est pareil, tu vois, ça on peut par exemple le supprimer. Donc tu vois qu'on a supprimé quand même pas mal de choses. Le run debug, ça c'est pareil, moi je l'utilise pas du tout parce que j'ai tendance à taper des lignes de code. Et puis voilà, ici on est plutôt pas mal, tu vois, en termes de réduction d'icônes. Donc sache que c'est en faisant un clic droit sur cette partie-là,
tu as la possibilité d'ajouter ou de retirer des extensions, sachant que bah voilà, c'est les extensions qui décident si elles veulent s'afficher ici. Par défaut, elles vont s'afficher ici, mais si tu n'aimes pas avoir 36 000 extensions, et bien pour le coup, tu peux les supprimer. Alors GitHub, tu vois que j'ai deux GitHub, j'ai un source control. Le source control, c'est les différents fichiers que j'ai modifiés et notamment que je souhaiterais committer, par exemple, si je souhaite committer tout ça. Et j'ai GitHub qui sont deux choses différentes, hein, d'accord? Enfin, c'est deux éléments différents, faut pas les confondre, mais il y en a un qui est plus là pour gérer les fichiers quand tu fais des mises à jour, quand tu fais des ajouts de fichiers, et notamment c'est celui-ci, c'est le source control, et là tu peux par exemple rentrer un message pour pouvoir committer tous ces différents éléments là, notamment ici par exemple, je vais mettre modification, hop là, mise à jour général, hop c'est parti, je fais committer, oui, et boum c'est parti, il m'a commité tous mes différents fichiers. Et comme je suis sur la branche main ici, tu vois, il y a différentes branches, alors pour l'instant j'ai qu'une branche sur ce projet là, je peux créer une nouvelle branche, notamment ici si tu fais git notamment, ou alors source peut-être, je sais plus, enfin je le fais pas forcément ici, la plupart du temps je le fais en ligne de commande, donc je t'avouerai que dans les palettes de commande je les connais pas, mais ici tu as la possibilité justement de pouvoir accéder, de créer de nouvelles branches, de créer à partir d'une nouvelle branche, etc., etc. Et tu peux publish, donc tu peux pousser sur la branche courante, ici ça a poussé mes modifications directement sur main, donc tu peux piloter quand même pas mal de choses sur cette interface là. Et de l'autre côté, là c'est plus la gestion des différents commits, si tu veux rajouter des commits, si tu veux rajouter des issues, etc., etc., tu as la possibilité de le faire ici, plus des issues que des commits, pardon. Donc voilà, on a fait des petites modifications supplémentaires, tu vois que on peut vraiment piloter VS Code à 100%. Alors ce que je te propose pour conclure cette formation sur VS Code, en tout cas j'espère que tu l'as apprécié, n'hésite pas à liker si c'est quelque chose qui t'a vraiment intéressé, c'est de voir des petits raccourcis supplémentaires que je peux utiliser, des éléments que je peux utiliser de mon côté dans le code au quotidien pour pouvoir justement piloter mes projets. Alors la commande majeure, ça va être notamment ici, hop, CTRL P, qui va me permettre d'ouvrir un fichier ou un composant que je peux avoir. Donc ça c'est la première chose, très sincèrement c'est le truc que je vais avoir tendance à faire, c'est CTRL P pour pouvoir ouvrir un fichier et puis aller rechercher un fichier, notamment index.ts, et boum c'est parti, on est dans ce fichier là. Ensuite tu as aussi autre chose, c'est le contrôle tab. Alors le contrôle tab, tu vois, là il n'y a pas forcément d'intérêt, je vais ouvrir un deuxième fichier, on va ouvrir un troisième fichier, on va ouvrir un quatrième fichier, voilà, on a 4 fichiers, et le contrôle tab te permet de naviguer directement dans les fichiers. Il y a je crois que c'est contrôle majuscule tab qui permet de faire l'inverse, d'accord, de remonter. Je t'avouerai que je n'utilise pas forcément plus que ça, j'ai tendance à utiliser que la version descendante, parce que d'un point de vue touche le clavier, tu es obligé de mettre les deux doigts juste à côté ici, c'est pas forcément très friendly en termes d'utilisation, donc pour le coup j'ai tendance à utiliser que le contrôle tab pour aller naviguer là-dedans. Donc ça c'est un deuxième raccourci, donc le premier raccourci, donc CTRL P pour pouvoir aller chercher un fichier, le deuxième raccourci, CTRL Tab pour aller naviguer dans un autre fichier, accéder à un autre fichier, par exemple le package.loc, enfin -loc. Alors ça je vais l'utiliser majoritairement quand je vais être en mode zen, parce qu'en mode zen, si tu regardes bien, en haut on a pu les différentes tables de fichiers. Ça peut être perturbant au début, mais je t'avouerai que tu t'y fais très rapidement, et là pour le coup en faisant un CTRL Tab, boum c'est parti, tu changes de fichier, tu changes de partie. Donc là pour le coup, ça c'est quelque chose, c'est un coup à prendre au début, tu te fais des nœuds au cerveau, tu sais pas trop où aller, tu as tendance à ouvrir l'Explorer, après tu essayes d'ouvrir l'Explorer, tu n'y arrives pas, donc pour ouvrir l'explorateur de fichiers, c'est CTRL B, ou autrement tu fais un CTRL Maj E et ça te l'ouvre automatiquement, ça te le réouvre. Alors je t'avouerai que l'intérêt d'être en mode zen, d'accord, eh bien c'est de ne pas avoir cet explorateur de fichiers, c'est pour ça que le CTRL B te permet d'aller accéder hop à ce fichier là et boum c'est parti, on accède à ce fichier de configuration par exemple qui est Prettier. Donc là pour le coup tu vois que on peut faire juste avec quelques petits raccourcis, des petites modifications au niveau de l'interface. Le contrôle backtick pour moi, pour toi ce sera un petit peu différent, ce qui me permet d'ouvrir mon éditeur de commandes de terminal.
et de pouvoir ajouter mes différentes commandes dont j'ai besoin. Donc ça, c'est les principaux raccourcis vraiment très globaux que je vais utiliser pour pouvoir paramétrer mon interface, pour pouvoir naviguer dans mon interface, etc., etc. Maintenant, j'ai d'autres petits raccourcis, d'autres petites choses que tu peux savoir, notamment avec VS Code. C'est justement la possibilité, tu vois, quand on passe le curseur, ici on a plusieurs occurrences de cette chaîne de caractères. Donc c'est auto-surligné, ça c'est VS Code qui le fait, c'est pas paramétré par moi-même. Néanmoins, si tu fais un option, alors pour moi c'est option, donc toi ce sera peut-être CTRL ou autre chose, et avec le clic de la souris, tu as la possibilité de mettre ton curseur à différents endroits pour faire différentes modifications. Tu vois ici, je peux potentiellement modifier ces différentes occurrences, rajouter des chaînes de caractères, faire pas mal de choses. Pareil, CTRL Z, mais ça je pense que tu le connais, pour annuler la référence que tu as fait juste avant, et CTRL majuscule Z pour retourner, pour aller en avant sur la modification que tu as effectuée. Donc ça c'est d'autres petits raccourcis que je te passe comme ça. Donc le petit curseur qui va bien, c'est assez intéressant, moi c'est option, donc pour le coup je te laisserai t'adapter en fonction de ton éditeur. Encore une fois, on a vu comment accéder à tous les raccourcis. Si tu tapes raccourci, hop là, c'est raccourci, je sais plus comment est-ce qu'on le fait, je te l'ai dit dans la formation, tu vois, j'ai oublié entre temps parce que je tourne la formation sur plusieurs jours. Clavier peut-être, clavier, je sais plus, il faudra retrouver, hop là, voilà, c'est keyboard short référence, et pour le coup, tu vas arriver sur le PDF qui te permet d'avoir les différentes options. Donc là, pour moi, ça va s'adapter à macOS. Pour toi, en fonction de ton environnement, ça va t'ouvrir le bon PDF. Ne t'en fais pas. Normalement, ça se fait tout seul. Donc, voilà pour ce petit élément. Encore une fois, si on continue un petit peu sur ces options-là, parce que des fois, tu vois, tu as cette option-là, mais tu l'as peut-être 50 fois dans le fichier. Donc, ça fait quand même beaucoup pour le coup. Donc, tu as une autre option. C'est la possibilité de faire un contrôle majuscule, d'accord? Pour moi, c'est contrôle majuscule et L. Et tu vois que automatiquement, en faisant contrôle majuscule L, ça m'a mis le curseur au même endroit de l'occurrence suivante, ou de toutes les occurrences. Si je les ai 50 fois, et bien pour le coup, ça va me le faire sur toutes les occurrences. Donc ça, c'est quand même, en tout cas, moi, c'est un raccourci que j'utilise beaucoup quand tu as besoin, parce que tu sais, quand tu codes, tu donnes un nom de variable. Au début, ce nom de variable-là te paraît à peu près limpide, à peu près clair, et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois au final que c'est pas forcément le meilleur nom de variable que tu aies trouvé, t'es pas forcément au meilleur de ton inspiration au niveau du nom de variable, et donc pour le coup, tu as besoin de le renommer. Là, concrètement, tu fais un contrôle majuscule L, ça te sectionne tous les éléments, tu vas sélectionner justement cet élément-là. Donc si tu fais, moi si je fais c'est contrôle majuscule, si je fais un contrôle majuscule, ça va me sélectionner l'occurrence complète, d'accord? Et si je fais flèche droite, enfin flèche gauche ici, je vais au début de mon occurrence. Si je fais flèche droite, je vais à la fin de mon occurrence. Et si je fais juste flèche droite, je suis à la fin de mon occurrence sans avoir sélectionné mon option. Et si je refais option majuscule et que je fais flèche, hop là, tac, droite pour le coup, eh bien ça va me sélectionner mon option. Et si je peux l'appeler, je sais pas, on va dire opt. Voilà, opt ici, voilà. Bon, c'est pas une option qui est connue parce que c'est un fichier de configuration prettier, mais concrètement, voilà, tu peux te retrouver avec ça. Donc là, hop, on fait ça, on fait comme ça, et on remet un petit peu comme on avait fait avant. Ensuite, il y a le option espace qui te permet d'avoir l'intelligence, l'autocomplétion tout du moins de l'endroit où tu es. Donc là, ça me permet d'avoir justement tab width qui est donc le nombre d'espace pour une tabulation. Et pour le coup, ça me permet justement d'avoir soit l'autocomplétion, et des fois, au-delà de l'autocomplétion, ça me permet d'avoir aussi la documentation au niveau de l'élément. Après, si tu passes au-dessus, ton curseur, et ça c'est quelque chose que j'utilise très souvent, voilà, c'est du dev de base, mais concrètement, la documentation te donne des informations sur le paramétrage d'une option enfin autre chose. Si je tape module par exemple, module main peut-être, voilà ici, à cet endroit-ci, je sais que concrètement, je vais avoir donc l'information, et je sais que ça implémente en fin de compte, ou ça importe tout du moins, tel module. Si je fais un petit clic et que je passe la souris dessus, j'ai d'autres options supplémentaires, ou tout du moins du paramétrage supplémentaire.
de l'information supplémentaire. Après, si je fais un option et je clique dessus, ça va m'amener à la référence de mon élément et notamment d'avoir des informations. C'est pareil ici, tu vois, là je passe au-dessus, donc j'ai mon petit contrôle, enfin même j'ai même pas besoin de le faire normalement, voilà, je passe mon curseur dessus et j'ai ma documentation qui permet de me dire que voilà, ici en règle générale c'est utilisé avec un for root ou un for child à ce niveau-ci. Et si je veux avoir des informations, je fais donc contrôle dessus, je clique sur le module et là je rentre dans la classe à proprement parler, dans la référence de la classe. Et ça c'est très utile parce que concrètement ça te permet d'avoir les différentes informations, de savoir comment est-ce que tu vas utiliser par exemple ce fameux module, un module de routeur dans Angular et d'avoir des informations supplémentaires. Hop, CTRL W, on n'en a pas parlé, on n'a pas encore parlé, mais CTRL W pour fermer le fichier sur lequel tu es. Donc là je te le refais, je vais par exemple hop, sur le module, enfin le routeur module, et j'ai fini avec dessus, donc on voit ici que j'ai mon chemin, d'accord, et concrètement, si je fais CTRL W, hop là, CTRL W, ça me ferme cet élément-là. C'est pareil, sur les références, là ici, tu vois, on a une classe, ça c'est une méthode qui est statique, pour le coup, si je clique ici, ça va m'emmener directement à la référence du module. Bon, là on est sur de déclaration de classe, donc pour le coup tu vas pas aller directement à la référence, mais en naviguant de fichier en fichier, tu as la possibilité d'atteindre les différents éléments dont tu as besoin. Donc pareil, CTRL W pour fermer un fichier, le survol de la souris simplement pour avoir la documentation, l'option pour avoir justement la possibilité, tu vois, une espèce de petit lien comme si c'était un lien dans une page HTML, et pour le coup tu cliques dessus et tu arrives sur ta référence. Donc tu vois qu'il y a pas mal de petits raccourcis que tu peux mettre en place. Je te donne simplement les raccourcis que moi je vais utiliser majoritairement, notamment tu vois un cas d'utilisation du fait de placer ton curseur à plusieurs endroits. Tu vois ici je vais mettre donc mon curseur ici, je vais le mettre, hop là, j'étais un petit peu trop, hop là ici, je vais le mettre juste devant, je vais pas y arriver, donc je vais le mettre juste devant, bon décidément, hop, voilà, je vais le mettre à cet endroit. Je vais pas y arriver, c'est fou ça. Toc, toc. Je vais le mettre aussi à cet endroit. Alors non, c'est option, c'est parce que je me trompe. Voilà, ici, hop là, on va y arriver. Donc je le refais. On a option et le clic de la souris, voilà. Donc je l'ai passé à 3 endroits, et si je fais entrer, ça me retourne à la ligne mes différentes références, enfin mes différents paramètres de mon objet. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui est utile. Après, il faudrait, voilà, compte tenu du fait de faire un CTRL S, ça va auto-formater le contenu avec justement le fichier de configuration que tu as pu mettre en place, soit Celine, soit Prettier, enfin voilà, c'est toi qui choisis à ce niveau-ci. Mais tu vois que c'est un cas d'utilisation, le fameux option clic, et puis de pouvoir positionner ton curseur à plusieurs endroits, c'est quand même assez sympathique. Si on revient un petit peu sur notre élément de recherche ici, voilà, tout à l'heure je t'ai montré qu'en faisant un contrôle majuscule L, pardon, quand tu fais un contrôle majuscule L, tu vois que ici tu as ça qui vient s'ouvrir. C'est exactement la même chose que le recherche, tu vois, en faisant un contrôle F qui me permet d'aller faire la recherche. On retrouve ces petites différentes options, ces 3 options différentes, d'accord, que l'on a ici. Eh bien, on a exactement la même chose quand on va sélectionner notre élément. Hop, je retourne ici, L, et tu vas retrouver ça. Et ils sont paramétrés. Alors ça c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que concrètement on s'assure d'avoir exactement la même chose, c'est-à-dire la bonne casse, donc la bonne le fait d'avoir des majuscules et des minuscules dans un mot, et puis d'avoir une occurrence d'un mot complet pour pouvoir faire nos recherches. Si on l'enlève, pour le coup, si on enlève les différentes options, on aura beaucoup plus de résultats au niveau de la recherche. Donc si tu fais tu mets ton curseur, tu fais un contrôle majuscule L, et là tu as la possibilité de jouer avec ces options là et de les ajouter, et ça va affiner ta recherche. Ça fait exactement la même chose que le contrôle F, si tu fais un contrôle F, ça t'ouvre l'option de recherche de VS Code. À la seule différence, c'est que là concrètement c'est tout minimisé et tu es vraiment dans ton mode zen. Encore une fois, sortir du mode zen, c'est CTRL K et Z,
hop là, CTRL K et Z, et tu sors du mode Z ou tu retournes dans le mode Zen. Donc ça, pour le coup, alors le seul petit inconvénient, c'est que le mode Zen, bah bien évidemment, ça te retire ton terminal, donc tu es obligé de le réouvrir après, mais comme on l'a vu, c'est CTRL backtick pour moi, boum, ça y est, c'est parti, c'est ouvert. Donc les raccourcis clavier, c'est quelque chose qui est quand même assez puissant que tu peux mettre aussi. Il y a d'autres petits raccourcis clavier, alors là, c'est des petits raccourcis clavier que tu connais très certainement, notamment quand tu es dans ton navigateur. Alors si tu fais pomme 1, pour moi c'est pomme 1, pomme 2, ouais c'est pomme 1, ça te permet d'accéder directement ici où tu fais CTRL majuscule E, ça te permet d'accéder ici. Après tu as ces différents éléments là, donc le fait de naviguer en haut et en bas au niveau des flèches de ton clavier, ça te permet de naviguer sur la partie fichier. Si tu veux rétracter un dossier ou le contracter, concrètement tu as les flèches droite et gauche pour pouvoir augmenter. CTRL flèche gauche, ça te permet de rétracter absolument, enfin de contracter absolument tous les dossiers. Il n'y a pas la même chose du côté droit. Là pour le coup, enfin en tout cas je ne connais pas le raccourci, mais bon voilà, si tu fais la flèche de droite, et bien pour le coup ça te permet de réouvrir tes dossiers. Ça c'est encore autre chose qui est assez bon à savoir. Si tu fais alors c'est sous Mac, ce raccourci là, je sais que sous Windows c'est FN, ou tout du moins c'est la fonction F2 de ton clavier, mais moi sous Mac, si je fais entrée, ça me permet d'avoir le nom et de modifier le nom du fichier. Donc je ne vais pas le modifier, mais sache que voilà, si tu fais entrée, ça me permet de modifier le nom du fichier. Escape pour échapper, et si je fais par exemple espace, ça m'ouvre le fichier en lui-même, d'accord? Donc je peux naviguer ici, ça m'ouvre le fichier. Ce qui fait que tu te retrouves en fin de compte à avoir un truc, si tu as envie de pas utiliser le CTRL P de ton clavier pour ouvrir l'explorateur de fichiers, tu peux faire un CTRL majuscule E, tu te dis attends, écoute, c'est le TS qui m'intéresse, hop, je fais espace et boum, je referme avec CTRL B pour pouvoir accéder au fichier. Après, ça c'est, alors je t'avouerai que moi je bug un petit peu parce que je te l'explique en même temps, mais naturellement, au bout d'un moment, plus tu vas les utiliser, ces raccourcis clavier, plus tu vas gagner en productivité aussi, ça c'est important, plus tu vas gagner en productivité parce que la souris, et ça c'est des études qui ont été mis en place, des études de psychologie qui ont été mis en place, enfin ou tout du moins ça doit être psychomoteur je crois, un truc comme ça, c'est que la souris en fin de compte tu as différentes étapes qui permettent de transformer le mouvement de ton poignet en un mouvement de souris sur ton écran, et ça demande énormément d'énergie au cerveau. Ça paraît pas comme ça, mais ça demande énormément d'énergie au cerveau, alors que le fait d'utiliser des raccourcis clavier, eh bien c'est mécaniquement plus facile, enfin mécaniquement parlant plus facile à utiliser. Donc il y a plein d'autres raccourcis clavier, encore une fois, n'hésite pas, tu fais CTRL majuscule P, on a vu c'était Short Cut référence, donc pour le coup, et puis tu peux l'ouvrir directement à cet endroit-ci et regarder les différents raccourcis clavier que tu as derrière. Donc voilà un petit florilège de différents raccourcis que je pouvais te proposer dans cette formation, dans ce guide complet sur VS Code. Alors il y a peut-être encore beaucoup de choses que l'on peut dire sur Visual Studio Code, c'est pour ça que je t'encourage tout simplement à donner ta configuration, ton retour d'expérience dans les commentaires pour venir enrichir les informations que j'ai pu développer dans cette vidéo et puis permettre à d'autres développeurs d'en connaître encore plus. Sur ce, je te dis à plus tard, ciao bye.